Si l'on ne tenait compte que de l'aspect scientifique des choses, si l'on occultait donc volontairement toute notion d'argent, d'intérêt financier, de quoi l'homme est-il vraiment capable? La science nous permettrait-elle vraiment de vivre dans un monde meilleur? C'est la question que nous avons posée à Jean-Paul Biberian, et c'est sur le domaine de l'énergie qu'il va tenter de nous proposer sa réponse. Une autre science pour un autre monde, c'est votre émission, et c'est sur Knowledge TV. Donc on se trouve à Lumini, à l'université de Marseille, ex-Marseille donc, dans une partie réservée à la science et à la recherche, où le CNRS a ses quartiers. Jean-Paul Biberian, la question est très simple, qui êtes-vous? Alors, je suis chercheur, j'ai fait des études standards, disons, à l'époque. J'ai fait des classes préparatoires au lycée Thiers pour devenir ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur à Nancy dans le domaine de l'électronique et de la physique nucléaire, parce que l'électronique m'a toujours plu, la physique nucléaire aussi, donc je suis tombé sur une filière qui me plaisait. Mais quand j'ai vu qu'est-ce que c'était que le métier d'ingénieur, ça ne m'a pas plu du tout, et je me suis dit que je voulais faire de la recherche plutôt. J'ai trouvé un poste d'assistant dans un laboratoire ici à Marseille, à Lumini, qui était beaucoup plus orienté matériaux, surface des matériaux, cristallographie de surface, on fait des mots techniques, mais c'est les arrangements des atomes des surfaces. Ça m'a passionné pendant des années et des années. Entre-temps, j'ai créé une société d'instrumentation scientifique qui a déposé son bilan. Enfin bon, voilà, c'est la vie et la mort des entreprises. Une petite mésaventure. Une mésaventure, qui apprennent beaucoup de choses. Et depuis bientôt 20 ans, enfin depuis 1993, je travaille sur un sujet qui est extrêmement controversé, qui s'appelle la fusion froide. C'est un sujet qui est hyper passionnant, très très intéressant à cause des implications qu'il a, mais très controversé par la communauté scientifique qui ne veut pas vraiment entendre parler. Ça tombe bien. Knowledge TV, donc le petit média naissant, s'intéresse justement à la fusion froide et c'est l'objectif de notre visite. Alors, la fusion froide, pour être très simple, c'est quoi? Alors, avant de parler de la fusion froide, je vais parler de la fusion. C'est quoi la fusion? C'est quoi la fusion alors? C'est bon, oui. La fusion. Non, mais c'est bien, il faut poser les bases. Il faut poser les bases. En fait, ça remonte à Einstein en réalité, cette histoire-là. Einstein a démontré, dans ses équations, que l'énergie et la matière, c'était la même chose. Qu'on pouvait transformer la matière en énergie et l'énergie en matière. C'est la fameuse relation E égale mc2. Tout le monde connaît, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Bon. Un tout petit peu de matière peut être transformé en énormément d'énergie. Alors comment on fait ça? Il y a deux façons de le faire. Il y en a une, c'est la fission, et l'autre, c'est la fusion. La fission, c'est que vous prenez un noyau lourd, un gros noyau, par exemple de l'uranium, 235, tout le monde a entendu parler de ça, vous le cassez en deux, et les deux morceaux que vous avez pèsent moins que le morceau de départ. C'est bizarre. Si on additionne les deux morceaux, ils pèseront moins que l'unique qu'ils composent. Au départ, oui. D'accord. Et la différence de masse qu'on a perdue, c'est transformé en énergie. C'est pour ça grâce à ça qu'on a fabriqué les bombes atomiques, parce qu'on a énormément d'énergie avec très peu de matière. Parce que E égale mc2, m c'est la masse, mais c c'est la vitesse de la lumière au carré. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde, c'est un énorme chiffre. Donc quand vous l'élevez au carré, ça fait beaucoup de zéros. Donc ça fait énormément d'énergie avec très peu de matière. Donc la fission nucléaire permet d'obtenir beaucoup d'énergie avec très peu de matière au départ. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les bombes atomiques, évidemment, mais aussi pour les réacteurs nucléaires qu'on a actuellement de par le monde. Ils fonctionnent tous sur ce principe-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la fission. Il y a une autre façon de faire la même chose, qui s'appelle la fusion, où là, on prend deux noyaux légers et on les fusionne, on les fait coller l'un à l'autre. Et là, même problème, quand on les a fait coller ensemble, ils pèsent moins que la masse des deux morceaux d'avant.
On a perdu de la masse là aussi. Il y a deux cas où on perd de la masse, soit on fusionne, soit on fissionne. D'accord. Et quand on fait ça, on a aussi un gros dégagement d'énergie. C'est ce qui se passe dans le Soleil, en fait, parce qu'on part de l'hydrogène et on arrive à faire de l'hélium en donnant beaucoup d'énergie, parce que le Soleil, c'est une centrale nucléaire qui est au-dessus de notre tête en permanence, qui envoie des tas de rayonnements cosmiques qui nous bombardent. Et ce qu'on fait aussi dans la bombe H. La bombe à hydrogène, c'est ça. On parle d'hydrogène et non pas d'uranium. Et c'est encore plus performant que la fission. Donc c'est les deux façons de faire de l'énergie avec le nucléaire. Alors pourquoi ce terme nucléaire? Nucléaire parce que c'est le noyau atomique qui fusionne. Noyau nucléaire, voilà. D'accord. Les noyaux nucléaires. Alors, la fission, c'est assez. Pour réaliser la fission, il faut casser un noyau. Pour le casser, il y a quelques noyaux atomiques. C'est pas facile, on ne va pas prendre un marteau, une scie et couper en deux. J'imagine bien. C'est pas si simple que ça. Il faudrait une toute petite scie. Oui. Donc, on n'a pas des outils de ce genre-là. On a trouvé une astuce. Il y a certains matériaux, pas tous, en particulier l'uranium-235, quand vous lui rajoutez un neutron, ça le déstabilise, il se casse en deux tout seul. Un neutron? Un neutron, c'est un des constituants de la matière. Vous avez le noyau, l'atome est composé d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Vous avez le noyau et l'électron. Dans le noyau, il y a des charges positives et des charges neutres. Les charges positives, ça s'appelle les protons. Les charges neutres, ça s'appelle les neutrons. C'est facile à comprendre. D'accord. Les scientifiques ont des mots très faciles à comprendre. C'est pas comme la médecine où les mots sont compliqués. Ici, c'est très simple. Donc on prend ces neutrons. On prend ces neutrons, on le rajoute au noyau de l'uranium et ça le casse en deux. C'est comme si d'un seul coup on envoyait un coup de cisaille ou un coup de hache. Il fait ça. Ça le déstabilise et ça le casse en deux. Alors comment on réalise ça? Ça s'appelle ça. Alors, dans les réacteurs nucléaires, c'est ce qu'on fait. On a une grande quantité d'uranium, 235. C'est pour ça qu'on a. Il faut comprendre que dans le réacteur, dans l'uranium naturel qu'on trouve dans la Terre, il y a du 238 et du 235. Il n'y a que le 235 qui marche, pas le 238. D'accord. Donc, le 235, il n'y en a que 0,7%. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut le séparer du 238. Alors c'est ça qu'il y a des difficultés techniques pour fabriquer ça. Il faut des machines spéciales, soit la diffusion gazeuse, c'est qui est utilisée en France pour le moment, soit les centrifugeuses, la centrifugation, les centrifugeuses qui... C'est des machines qui tournent à très grande vitesse et qui font passer, c'est un peu comme une passoire, enfin les lourds vont d'un côté et les légers de l'autre. Si vous prenez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous mettez du gravier, des gros cailloux, des petits cailloux. Il y a les gros cailloux qui restent, les petits ils tombent au fond. En gros, c'est un peu ça. Est-ce que c'est ce procédé où il y a une si grosse controverse quant aux Iraniens? Exactement. C'est ça, ils en sont à cette étape-là de séparation du 238 voilà. et du 235. Ils ont des machines qui tournent à très grande vitesse comme ça. D'accord. Il y en a, le 235 et le 238 ne vont pas aller exactement au même endroit. Ils seront un peu plus riches d'un côté que de l'autre, puisqu'ils n'ont pas exactement la même masse, il y en a un plus lourd que l'autre. C'est ce que les médias essaient de nous simplifier en disant qu'ils créent l'uranium. En fait, ils ne le créent pas, c'est ce processus de séparation de l'uranium qui ne servira pas au processus nucléaire avec celui qui servira. D'accord. Voilà. Donc les Iraniens sont en train de faire ça et nous, c'est une technologie qu'on maîtrise. Alors nous, c'est maîtrisé depuis très longtemps cette technologie, puisque les Américains ont fait leur bombe en 1945. Hein. D'accord. Donc c'est connu. Il a fallu passer par là. À la base. Alors il y a différentes techniques, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Mais en gros, c'est la même chose. On va séparer les deux. Donc une fois qu'on a séparé, on a de l'uranium 235. On n'a pas 100% d'uranium 235, hein, on en a quelques pourcents. Et là, ça suffit pour faire marcher une centrale nucléaire. Alors, un neutron, alors ce qui se passe quand même, c'est un peu plus compliqué que ça. Un neutron qui arrive sur l'uranium le casse et fait sortir 2 ou 3 neutrons. Et ces 2 ou 3 neutrons vont casser d'autres atomes. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. 1 fait 2, 2 fait 4, 4 fait 8, etc. Ça va très très vite. C'est pour ça que ça explose à la limite. Ça va très très vite. D'accord. Donc dans les centrales nucléaires, on contrôle ça pour pas que ça explose. Évidemment, on n'est pas dans une condition d'explosion de toute façon. Une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe, hein, c'est une erreur. Ça. À Fukushima, les gens ne savent pas. À Fukushima, les explosions qu'il y a eu, ce n'est pas des explosions de bombes atomiques, c'était les gaz qui étaient dedans qui ont explosé et qui ont entraîné beaucoup de produits. Mais ce n'est pas une explosion nucléaire en elle-même. Hein. Donc en fait, cette image de la centrale nucléaire qui exploserait comme exploserait une bombe atomique n'a pas lieu d'être. Non, ça ne peut pas. Et à Hiroshima, donc ce qui a explosé, c'est pareil, encore une fois, c'est du gaz qui a explosé. Non, là, c'est pas pareil. À Hiroshima et Nagasaki, oui. Ouais, si. C'est des vrais bombes. Là, c'est des vrais bombes. Tchernobyl?
Tchernobyl non plus, c'est pas une explosion atomique. Hein. D'accord. C'est pas une bombe atomique qui explose. D'ailleurs, si c'était une bombe, il y aurait eu un nuage et un champignon comme on voit d'habitude. On n'a pas du tout vu ça. Hein. Non, c'est très difficile à faire une bombe. Enfin, il faut maîtriser la technologie qui n'est pas si simple que ça. Quoi. Première chose qu'on remet dans le contexte, une centrale nucléaire n'explose pas comme une bombe atomique. C'est pas une bombe atomique. D'accord. Ça peut émettre beaucoup de déchets nucléaires, parce que comme la centrale nucléaire a fonctionné pendant 6 mois, elle a gardé tous les produits radioactifs dedans, donc finalement la centrale nucléaire, elle pollue plus qu'une bombe atomique. Parce que tous les produits qui étaient gardés là, ils sont échappés, ils sont partis. Oui, ça n'enlève rien à la dangerosité, on est bien d'accord. Mais par contre, que le public, le jour où on dit il y a un accident dans une centrale nucléaire, j'ai pas vu le champignon, ça n'a pas explosé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. À Hiroshima, au Nagasaki, les gens ils habitent toujours tout de suite après, alors qu'en Ukraine, ils habitent toujours pas là-bas. C'est vrai. Alors qu'à Hiroshima, on peut y aller quand on veut. Hein. Oui. Il n'y a pas de déchets. Pratiquement pas. D'accord, c'est des explosions, c'est pas du tout pareil. Deux choses bien différentes. Il ne faut pas mélanger les deux. Dans l'esprit public, évidemment, on se comprend que ça se mélange. Alors ça, tout ça, ça s'appelle la fission. La fusion, il faut faire réunir 2 noyaux d'hydrogène et les faire coller l'un à l'autre. Pour que, je disais, qu'on perde de la masse. Ce qui se passe, c'est que les noyaux sont positifs. Les électrons sont négatifs. Donc l'atome, en général, il est neutre, lui, tout seul. Mais les noyaux positifs se repoussent. Ouais. C'est un peu comme des aimants qui ont tendance à se repousser. Pour les faire coller, si on arrive à les approcher très très près l'un de l'autre, il y a à ce moment-là une nouvelle force qui apparaît, ce qu'on appelle la force nucléaire, qui est ce qu'on appelle la liaison forte. C'est un peu comme si vous preniez des aimants et autour de ces aimants vous colliez du velcro par exemple. D'accord. Les aimants ils vont se repousser, mais si vous approchez suffisamment près, les velcro vont se coller, à ce moment-là ils vont rester collés. Et le velcro, c'est une liaison à courte distance. Le velcro, ça ne marche pas à grande distance, ça ne fait rien du tout. Ça marche comme ça se touche, un peu comme le scotch. Hein. Le scotch, à longue distance, il ne fait rien. Mais dès que vous l'avez été prêt, vous ne pouvez plus le décoller après. D'accord. C'est exactement ça. C'est une force à courte distance, le scotch ou le velcro, c'est ça. Donc, il faut réussir à les approcher suffisamment près. Pour les approcher près, comme ils ont tendance à se repousser, il faut les pousser très fort. Comme des aimants, si vous voulez les pousser très très fort, vous arrivez à les coller à la fin. Mais c'est difficile. Donc, pour les coller, ce que fait le Soleil, c'est d'augmenter la température. Parce que la température, c'est, par exemple, si j'ai un gaz dans cette pièce, il a une température donnée, peut-être là c'est l'été, donc je vais peut-être à 25 ou 26 degrés, et les molécules se déplacent à une certaine vitesse. Plus vous augmentez la température, plus ils vont aller vite. D'accord. À basse température, ça ralentit la vitesse des molécules. Pour faire un parallèle, le micro-ondes, on fait aller vite les molécules et ça chauffe. Est-ce que ce parallèle serait exact ? Pas exactement pareil, mais ça secoue les molécules. Alors que là, c'est la vitesse de translation. Il se déplace à une certaine vitesse, il rencontre d'autres molécules, il rencontre ma peau, et il chauffe sur ma peau en tapant dessus au fur et à mesure. D'accord. C'est comme si je recevais une claque. D'accord. Une claque, ça chauffe, ça devient rouge, d'accord ? Là, mais c'est plein de petits atomes qui tapent en permanence sur ma surface et qui me chauffent la main. Donc, plus on va vite, plus on va pouvoir les approcher près l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils se touchent. Avec la vitesse. Avec la vitesse. Voilà. D'accord. La température qu'il faut atteindre, c'est 150 millions de degrés. Bon, 150 millions de degrés, ça dépasse tout ce qu'on peut connaître sur Terre normalement. On part d'aller au Soleil et il n'y a pas d'autre solution. Le Soleil le fait, lui, parce qu'il peut monter à 150 millions de degrés au centre, c'est pas un problème. Il est gros, et il n'y a pas de problème. Mais nous, sur Terre, on a du mal à le faire. Alors, dans la bombe H, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont d'abord une première bombe atomique qui comprime les gaz qui permet de déclencher cette réaction. Donc, il y a 2 explosions dans une bombe atomique. D'accord. Une bombe H, pardon. Il y a la bombe atomique classique, à l'uranium, si vous voulez, puis après la bombe thermonucléaire, ce qu'on appelle la bombe H. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a une bombe qui se sert de la fission et une autre qui se sert de la fusion. Il faut les deux. Il faut les deux. Donc c'est compliqué, il y a les deux à associer. Il n'y a pas beaucoup de pays qui savent faire ces bombes H. Hein. Alors que les bombes classiques à fission, c'est plus simple à faire. Là, celle-là, elle est compliquée à faire. Ensuite, il y a une autre solution. Alors ça, c'est pour faire la bombe. Bon, on sait faire ça. La plus puissante des bombes a fait 50 mégatonnes, c'est-à-dire 50 millions de fois les tonnes de TNT, c'est-à-dire gigantesque, la pire des bombes qui existaient. Il y en avait une de 100 mégatonnes prévues, ils n'ont jamais fait exploser parce que c'est vraiment trop déjà. C'était un peu osé. C'était un peu osé, comme les soviétiques ont fait ça à un moment donné, c'est la plus grosse bombe qui existait. Bon, il n'y a pas trop d'applications. Rien que déjà celle de 100 mégas, celle de 50 mégas, moi je n'y frotterai pas trop. Il n'y a pas trop d'applications non plus, à détruire un pays entier. Bon. Ce qu'on essaie de faire, c'est de contrôler ça.
Alors, ce qu'on J'aime bien le terme, ce qu'on essaie de faire. Ah, on en est encore à l'essai. Ah, ben on essaie, hein. Ouais. Les scientifiques ne travaillent pas vite. Hein. Non, mais pourquoi je mets l'accent sur ce mot que vous utilisez? Parce que finalement, il faut bien comprendre que le nucléaire, on est dans des phases d'essai. On essaie. On n'est pas dans une maîtrise du total et du sûr et du... Alors, sur la fission, on contrôle très bien. Mhm. On sait bien faire les choses. Bon, il y a quelques petits problèmes de temps en temps, comme à Fukushima, quand il y a des accidents qui se produisent. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec la partie nucléaire elle-même. C'est des problèmes qui sont externes. La partie nucléaire, on sait faire. Par contre, sur la fission, on aimerait le contrôler, ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire à ITER, près de Cadarache. Construire une machine qui permettrait d'atteindre ces très hautes températures, ces 150 millions de degrés, sans que ça touche les parois. Parce que les parois en acier peuvent tenir quelques centaines de degrés, mais pas plus haut. Oui. Après, tout va fondre de toute façon. Donc l'idée, c'est de mettre un champ magnétique qui va permettre de garder ces atomes-là au centre. On fait ce qu'on appelle un plasma. Le plasma, c'est l'état de la matière. Vous savez, les anciens, ils parlaient de 4 états de la matière, 4 éléments. Mhm. Hein. La terre, l'eau, l'air et le feu. Oui. En sciences modernes, on dira l'état solide, liquide, gazeux ou plasma. D'accord. Le plasma, c'est la flamme. Une flamme, c'est un plasma. C'est-à-dire, ou alors un tube néon, si c'est un plasma. Les nouveaux tubes qu'on vend à économiseurs d'énergie, c'est des néons, des tubes néons en gros, dans lesquels, pour faire la lumière, on enlève un électron de l'atome, et cet électron revient, il émet de la lumière en faisant une excitation un peu différente de ce qui se passe dans une lampe normale. Et dans le plasma du tokamak, c'est la machine de Cadarache, ITER. Ça s'appelle un tokamak, c'est un mot qui a été inventé par les soviétiques à l'époque. Ça a la forme d'un tore, c'est-à-dire d'un pneu, en gros, une chambre à air. Mais enfin, à part que c'est des grosses chambres à air, hein, c'est des mètres de diamètre, oui. Sous vide, entièrement sous vide, dans lequel on met ce gaz qu'on chauffe, et il y a des aimants, énormes aimants, qui permettent de le contrôler, de le garder au centre. En suspension. En suspension, voilà, ça ne touche les parois, surtout pas les D'accord. Donc on arrive à faire un disque, pour simplifier, on a un grand tube sous vide, dans lequel on fait flotter un disque de matière en fusion, voilà, de gaz en fusion. De gaz, pas en fusion, mais on peut pas dire en fusion, mais c'est un gaz déjà. La fusion, c'est celui qui fusionne. Donc un gaz un qui plasma. est un plasma, voilà. La réaction qu'ils utilisent chez ITER, ça ne va pas être de l'hydrogène simple, ça va être un deutérium et un tritium qui vont interagir et qui vont fabriquer de l'hélium. L'hélium, c'est deux protons et 2 neutrons. Et il va rester un neutron de trop. Donc ça va faire, quand vous allez faire fusionner deutérium et tritium, ça va fabriquer de l'hélium et un neutron et de l'énergie, beaucoup d'énergie. D'accord. Voilà, ça c'est le fonctionnement de la fusion thermonucléaire. Est-ce qu'il y aura du déchet nucléaire sur Alors Terre? oui, sur ITER, il y a des neutrons très rapides qui, eux, interagissent avec la matière et créent de la radioactivité dans la matière. Alors l'idée qu'ils ont eue, c'est qu'il leur faut du tritium. Du tritium, il n'y en a pas dans la nature, c'est un produit artificiel. D'accord. Donc pour le fabriquer, ils ont eu l'idée de mettre du lithium, qui est un métal très léger, qui va être bombardé par le neutron, qui est en trop, qui va fabriquer de l'hélium, du tritium, pardon, et ce tritium, on va le recycler et le refaire marcher dans la machine. Mais c'est une usine à gaz quand même, hein, parce que le lithium, il faut qu'il circule dedans sous forme liquide, qu'on récupère après le tritium. Enfin, c'est pas du tout une machine simple, du tout. D'accord. Oui, c'est la comparaison entre 2 chevaux et une Ferrari. Encore la Ferrari, c'est pas assez compliqué. Une navette spatiale, disons. Hein. D'accord. Entre un planeur et une navette spatiale, vous voyez un peu la différence de niveau. Le planeur, c'est les centrales nucléaires d'aujourd'hui. La navette spatiale, c'est ce qu'on veut faire fonctionner en permanence chez ITER. C'est très très difficile. Avec quel avantage? Pourquoi on se donne tout ce mal à essayer de faire ITER? C'est quoi? C'est plus propre, c'est moins dangereux, c'est plus productif, ça coûte moins cher, c'est quoi l'idée, c'est que de l'uranium, on est en quantité limitée. Il y a une certaine quantité d'uranium, mais il n'y en a plus. Tandis que de l'hydrogène, il y en a beaucoup. C'est l'eau dans la mer, il y en a des quantités, alors pour des milliards. Donc c'est une question en fait de dépendance de la matière première. Voilà, exactement. Sauf que les centrales nucléaires classiques, on sait les faire fonctionner. De temps en temps, il y a des accidents, mais c'est relativement rare. Tandis que l'autre, on ne sait pas du tout le faire fonctionner. Le projet de ITER, c'est de voir si on arrive un peu à améliorer le système. Parce que ce que je disais, c'est de garder ce plasma sans qu'il touche les parois, qu'il soit suffisamment chaud, qu'il y ait suffisamment de matière. Créer de la température, c'est facile à faire.
Mais créer de la température, mais avec une grande quantité de matière dedans, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce que Sur un temps assez sur un long. temps assez long, il faut que ça reste en permanence pratiquement, sinon ça ne sert à rien. Ouais. Si elle a une microseconde de la température, Ouais, non, c'est pas c'est pas rentable. bon. Il faut que ça aille. Et alors, est-ce que ITER, on pourrait l'arrêter du jour au lendemain, contrairement à une centrale nucléaire, où il faut X temps pour l'arrêter, ainsi de suite. Là, ce serait un procédé qu'on pourrait stopper relativement rapidement, en cas de souci, on pourrait anticiper Ouais. une catastrophe naturelle en disant, là, on va couper la centrale, il y a un tsunami qui C'est risque d'y plus facile à arriver. couper. Plus facile à C'est couper. plus facile à couper, mais il y a quand même alors, la grosse difficulté de l'ITER, c'est que c'est une machine sous vide, je disais. Hein. Mhm. Et en plus, quand des neutrons arrivent sur les parois, ils rendent les parois radioactives. Donc, une fois qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas rentrer avec des êtres humains à l'intérieur. Il faut envoyer des robots. Ah oui, ça complique. S'il y a une fuite, il faut réparer avec un robot, dans un milieu radioactif. Ça veut dire qu'il faut maîtriser les robots avant de maîtriser ITER. Parce que Il si faut on maîtrise- maîtriser les robots aussi. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de choses à maîtriser dans l'ITER. C'est pas encore demain la veille que ça fonctionne. Alors, si vous le permettez, on voit le nucléaire classique, on voit ITER, et alors là-dedans, est-ce Ah, qu'on la serait fusion. prêt à aborder la fusion froide? Voilà, maintenant j'arrive à la fusion froide. Les gens ont le problème qu'il y a, ce que je disais au début, c'est d'amener deux atomes d'hydrogène l'un contre l'autre, très près l'un de l'autre. Alors la méthode brutale, c'est la bombe, c'est ITER. On force, on y arrive. Enfin, on y arrive, on essaye. La méthode de la fusion froide, c'est la méthode douce. C'est comparé à l'homéopathie par rapport à l'allopathie. L'allopathie, c'est le remède de cheval, Ouais. ça passe au crème, mais l'autre, c'est c'est le remède plus doux, où on va essayer de mettre... Tout le monde a observé des étals de marchands d'oranges, par exemple. Ouais. On voit, enfin, ceux qui sont bien faits, quoi. Ils ont bien rangé leurs oranges les unes sur les autres, et on s'aperçoit que comme les oranges sont des sphères à peu près, il y a des creux entre chaque orange. Il y a des espaces. Ouais, il y a des espaces. Il y a des gens qui ont essayé de faire des tomates carrées pour gagner un peu d'espace. Ça n'a pas trop marché souvent. Ou les clients ne voulaient pas, je ne sais pas. Donc, Peut-être pas. les oranges doivent être sphériques. Ils ont par contre réussi à faire des bouteilles carrées, Ah. cubiques. Ah, on peut, oui, on gagne de la place. Ça, Et c'est parce qu'on il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Oui, creux. oui. On gagne de la place. Donc, dans le cas des oranges, il y a un creux. Oui. Quand on prend un métal, comme le palladium par exemple, qui est un métal précieux, le palladium c'est la même famille que le platine, donc c'est un métal qui est très cher, quand même, hein. Ouais. Plus cher que l'or, Mhm. à peu près 2 fois plus cher que l'or en gros, hein. Ça varie. Une valeur refuge en période de crise, c'est Oui, il faut acheter intéressant. beaucoup de palladium. Oui. Entre la structure du métal, de tous les métaux, hein, quels qu'ils soient, c'est comme celle-là, comme les oranges, c'est rangé par plan, comme ça, d'atomes bien rangés les uns à côté des autres, sur les autres. Il y a des trous. Dans ces trous, si on arrivait à mettre 2 atomes d'hydrogène coincés dans le trou, on pourrait peut-être les faire fusionner, c'est ça l'idée. Donc trouvons le moyen de mettre beaucoup d'hydrogène dans un métal, suffisamment serré, vous n'avez pas de choix. Comme si vous mettez beaucoup de gens dans un ascenseur, à la fin, ils fusionnent de manière ou d'une autre. On ne précisera pas comment. Comment ils vont faire ça va limiter de chacun. Moi j'ai pris le métro à Paris, à un moment donné, quand il est trop plein, le métro, il y a des gens qui poussent. À un moment donné, il faut quand même. Il faut bien fermer les portes, hein. Non, mais il faut quand même de l'énergie. Ah, il faut de l'énergie, voilà. Alors comment on va faire pour rentrer les atomes d'hydrogène près les uns des autres? Alors en 1989, il y a deux scientifiques, un américain, Stanley Pons, un anglais, Martin Fleischmann, qui font une conférence de presse, ça se passe le 23 mars 1989, et qui disent on a réussi à faire des réactions nucléaires dans un tube à essai. Alors ils avaient un tube comme ça. Voilà à quoi ça ressemblait, en gros. Hein. C'est un peu comme un thermos. Ça paye pas de mine Ça comme fait pas ça. de mine. hein, Alors, ouais. quand par exemple, ils ont ITER qui fait. C'est une énorme machine à 10 milliards d'euros. Ça Là, va un tube à essai qui Ouais, doit tube à coûter, essai. comme ça, à vue de nez, on a quoi, une petite centaine d'euros Au là. maximum, voilà. Voilà, c'est d'accord. pas- N'importe qui peut se le payer sans problème. À l'intérieur, ils ont mis un système très simple. Il y a 2 électrodes. Il y en a une au centre qui est en palladium et l'autre qui est en platine qui fait le tour. Ils trempent tout ça dans un liquide. Le liquide, c'est de l'eau lourde. Avec La un sel, fameuse eau lourde. La fameuse eau lourde. Et Celle un qui sel, sert à faire les glaçons qui coulent dans le Voilà. pastis. ils mettent cette eau lourde. Et l'eau, vous savez, peut-être les gens ne sont pas au courant, mais l'eau, c'est un isolant électrique. On ne peut pas s'électrocuter avec de l'eau, sauf si l'eau est sale. C'est pour ça qu'il ne faut quand même pas marcher avec des flaques d'eau, parce que l'eau n'est pas très propre. C'est mettez le doigt dans la prise en même temps. Mais l'eau, bien propre, c'est un isolant. Donc, pour que le courant passe, il faut rajouter quelque chose dedans. Donc, on met un sel. Là, ils ont mis un sel de lithium.
Et ils ont fait passer le courant. Ils se sont aperçus que la quantité de chaleur qu'ils récupéraient, parce qu'ils mesuraient les températures, la quantité de chaleur qu'ils récupéraient était plus grande que la quantité d'électricité qu'ils mettaient dedans. Donc c'était génial. Il y avait un problème. Voilà, il se passait quelque chose. Alors la seule chose qu'ils pouvaient dire, c'est de être nucléaire, parce que la seule façon de trouver de l'énergie en dehors de la chimie ordinaire, c'était plus que les réactions chimiques possibles. Hein. On peut toujours imaginer qu'il y a des réactions chimiques, hein, parce que l'essence, ça fait de l'énergie quand même, il ne faut pas exagérer. Oui. La chimie, c'est puissant, c'est ça qui permet d'aller sur la Lune avec une fusée quand même. Donc, on est d'accord. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça ne pouvait pas être expliqué avec le peu de quantité de matière qu'il y avait, ça ne peut pas être ça. Alors, la différence entre l'électricité qu'il avait fallu envoyer et la chaleur produite était inexplicable par le simple fait d'une réaction chimique. Absolument. Elle était vraiment supérieure à ce qu'on aurait pu attendre. Toutes les réactions chimiques qu'on pouvait imaginer, ce n'était pas possible. D'accord. Donc, la conclusion s'impose, ce serait nucléaire. Ça serait nucléaire, parce que on connaissait que ça. Peut-être c'est autre chose, mais eux se sont dit ça va être nucléaire. D'accord. Parce qu'ils ne connaissaient pas autre. Peut-être qu'il y a une autre possibilité, on ne la connaît pas encore, mais les gens ne peuvent pas dire c'est l'énergie du vide, c'est ceci, c'est cela, mais bon, la seule qu'on connaît, qui est fiable, c'est l'énergie nucléaire. Donc ils font cette conférence de presse. Comment c'est accueilli ? Alors c'est accueilli à grand renfort de publicité, on en parle partout dans tous les journaux. Les chercheurs, quand ils voient ça, Pons et Fleischmann étaient des gens connus, ce n'étaient pas des débutants obscurs quelque part dans le fond de la steppe quelque part. Pons était président du département de chimie de son université dans l'Utah. Fleischmann était membre de l'Académie des sciences de Grande-Bretagne, donc c'est des gens connus, de haut calibre, ce pas des débutants. Donc ils sont écoutés quand même. Ils sont écoutés quand même. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tous les laboratoires qui ont un peu d'eau lourde, un peu de palladium, ils essaient d'en faire l'expérience. La quasi-totalité échoue, évidemment, forcément. Qui a essayé de faire de la cuisine avec un mode opératoire aléatoire, en plus, parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils avaient fait, les gens, mais ce n'était pas publié, donc on avait des informations partielles. Je me souviens qu'un jour... D'accord, le procédé pour arriver à ça était très flou, en fait. C'était très flou. Les gens n'arrivaient pas à reproduire le phénomène de par le fait qu'il manquait de l'information sur comment on en était arrivé là. Pourquoi d'ailleurs cette information manquait ? Fleischmann et Pons ne les ont pas publiés ? Non, il ne la connaissait pas bien même. Il s'apercevait que ça ne marchait pas toujours. Non, il s'apercevait que ça ne marchait pas tout le temps. Il y a des fois où ça ne marchait pas. Donc leur palladium n'était pas toujours le même. Donc la structure de la matière du palladium lui-même avait une importance. Et à l'époque, ils avaient juste commencé, donc il n'y avait pas des études exactement quel type de palladium il faut prendre, est-ce qu'il faut le chauffer, l'oxyder, le refroidir, qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement avant pour qu'il fonctionne. Pour qu'il fonctionne, d'accord. Je vous donne l'exemple, par exemple, des aciers trempés. À l'époque, il y avait des pays qui savaient mieux faire des épées meilleures que d'autres parce qu'ils avaient une méthode pour les tremper qui était meilleure que d'autres. D'accord, là on est dans le même domaine. Voilà. C'est le palladium en fait qui pose problème. Voilà, le palladium pose problème. La pureté de l'eau lourde, est-ce qu'elle est importante ou pas importante, on ne sait pas. Quel type de sel il faut mettre. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui n'étaient pas évidents et qui n'étaient pas connus. Alors le fait que ça ne marche pas, ça le fait qu'il marche. Alors il y a deux choses. Il y a beaucoup de gens qui ont raté. Les théoriciens ont dit c'est pas possible. C'est possible parce qu'il faut monter à 150 millions de degrés. Pour eux, il faut monter à 150 millions de degrés. Pourquoi ? Si c'est nucléaire, c'est 150 millions, c'est borné, c'est comme ça. Parce que pour eux, il faut que deux objets qui ont une tendance à se repousser s'approchent. Et pour les approcher, il faut 150 millions de degrés. Parce qu'eux, ils ont réfléchi dans leur contexte à eux, qui était, je suis dans le vide, si c'est deux particules qui s'approchent. D'accord ? C'était vrai ça. Mais eux, Pons et Fleischmann n'étaient pas dans le vide, ils étaient dans un matériau. Et là, on n'avait aucune théorie là-dessus. Personne ne savait ce qui se passe quand on met des hydrogènes dans un palladium à grande quantité. Et alors, dans le milieu de la science, quand on ne sait pas, c'est pas possible ? Alors le problème, c'est qu'on touche à un milieu très très particulier. C'est pas seulement scientifique, c'est politique et industriel en même temps, c'est tout ce qu'on veut. C'est l'énergie. Et l'énergie, c'est le nerf de la guerre, au sens propre figuré du terme. C'est même domaine militaire. Oui, ça tout à la fois. C'est la pire des choses, c'est toucher à l'énergie. Dire qu'on est capable de faire de l'énergie dans un tube à essai, ça perturbe tout le système énergétique mondial, dans tous les sens du terme. Politique, financier, scientifique, tout. Ouais. Et alors là, il doit y avoir des craintes énormes qui s'expriment, des réticences, des politiques qui doivent s'en mêler et freiner des quatre fers, des financiers qui doivent faire du lobbying. Là, ça doit bouger dans tous les sens. C'est la catastrophe. Là. On a touché un truc qu'il ne faut pas toucher. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher dans la vie. Là, vous touchez un édifice, tout s'écroule.
Imaginez un système où chez vous, vous avez un générateur qui fait de l'électricité, vous n'avez pas besoin d'EDF. Mais c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous faites de toutes vos usines? Qu'est-ce que vous faites de tout ce personnel? Vous vous rendez compte? Alors, quelles répercussions pour Ponce et Fleischmann qui en Alors, sont là Ponce de et leur Fleischmann début? sont là, c'est la catastrophe pour eux. Il y a le Congrès. Alors, bon, évidemment, ça fait du bruit. Le Congrès a dit on voudrait voir si on ne pouvait pas développer ces technologies, quand même, le Congrès américain. Donc, ils font une audition, etc. Ils décident de mettre un panel, un groupe de spécialistes qui va étudier la question. Ils font une étude. On prend quand même le problème. Oui, ils prennent le problème à cœur, ils essayent. Ils envoient un groupe de spécialistes qui va visiter plusieurs laboratoires, qui fait un rapport, qui dit voilà, écoutez, il y a peut-être quelque chose, on n'est pas sûr du tout, il y a peut-être des erreurs, ça vaut le coup de regarder, mais il ne faut pas faire un programme spécial là-dessus. Mais la traduction pratique a été faite, c'est interdit de travailler là-dessus. Mais Pourquoi? dans le rapport lui-même, Qui a fait cette traduction et comment elle s'est imposée cette traduction de il y a eu il y a 3 laboratoires qui ont essayé de refaire, 3 des laboratoires prestigieux. Aux États-Unis, c'était le MIT à Boston, le Caltech près de Los Angeles, et un laboratoire en Angleterre. Ces 3 laboratoires ont voulu refaire l'expérience. Ils étaient une sorte de référence. Si ça marche, on a les meilleures personnes là, ils devraient y arriver. Ouais. Ils ont travaillé 3 semaines, hein, pas plus. Hein. Ah oui. Au bout de 3 semaines, ils ont dit ça marche pas. D'autant plus qu'il y a un des laboratoires qui a un peu truandé les données, parce qu'ils ont comparé l'eau légère et l'eau lourde, l'eau ordinaire et l'eau lourde. La courbe de l'eau lourde a été plus élevée que la courbe de l'eau légère, mais ils ont corrigé un peu les données après pour que ça ait plus d'effet. Et l'affaire est passée, ça ne marche pas. Alors en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on s'est servi de ces laboratoires pour leur faire dire que ça ne marchait pas, on les a fait travailler 3 semaines dessus, les rapports tombent, 3 semaines après ça ne marche pas, on abandonne. On abandonne. Alors qui c'est qui reste? Alors il reste des gens qui ont réussi. Parce que dans le tas de gens qui ont échoué, il y en a quelques-uns qui ont réussi quand même. Ah oui. Sur la grande quantité de gens qui ont essayé. Il y en a qui connaissaient Ponce et Fleischmann de réputation, qui avaient travaillé avec eux, qui les connaissaient bien, qui savaient qu'ils n'allaient pas dire n'importe quoi, que ce n'étaient pas les débutants, qu'ils n'allaient pas truander leurs données. Donc ils ont commencé à discuter avec eux, ils ont refait des expériences. Donc il y a un groupe de gens, 100, 200, 300 personnes à peu près dans le monde entier, qui ont continué à travailler. En dehors des contrôles des lobbies politiques. En dehors de tout, voilà. Dans les catacombes, disons. Sur leur propre denier, je présume. Alors, il y a eu plusieurs cas qui se sont produits. Il y a des gens qui ont travaillé dans leur laboratoire sans le dire à personne, ils continuent à le faire avec les moyens qu'ils avaient. Parce que ce n'est pas des manips très très chers, hein. Vous avez vu l'appareillage, hein, c'est pas une grosse machine. Hein. Donc il y a des gens qui ont continué à le faire dans leurs universités sans rien dire. Il y a des gens qui ont réussi à le faire de manière institutionnalisée dans leur propre organisation. Il y en a quelques qui ont réussi. Il y a des gens qui ont eu des contrats de l'équivalent de l'EDF aux États-Unis, par exemple, qui a quand même regardé. Parce que dans ces organismes-là, il y a toujours des gens quand même qui sont curieux, qui se disent quand même il faudrait regarder. Hein. Même si officiellement c'est non, il y a quand même en souterrain des choses qui se passent. Des fois qu'il n'y aurait pas un petit Voilà. brevet à déposer. Il y a quelque chose quand même. Les enjeux sont trop gros, on ne peut pas laisser tomber de choses pareilles. Donc ça continue à fonctionner. Il y a eu des réunions qui se sont faites à peu près tous les ans, internationales, où les gens se réunissaient pour discuter de ça. J'en ai organisé une, moi, à Marseille, en 2004, où il y avait quand même 173 personnes qui sont venues, de 20 pays différents, donc quand même, déjà intéressés. Hein. Oui, c'est quand même à noter dans cette affaire. Vous y êtes sur le coup, là. Ah, je suis complètement sur le coup, moi. Ouais. Je suis même, on a créé, alors, une autre difficulté, c'est publier les résultats. Parce que le problème de la presse, c'est ça. Quelle que soit la presse grand public comme la presse spécialisée, il y a une ligne éditoriale. Si vous ne rentrez pas dans la ligne éditoriale du journal, du magazine, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas. Ça ne passera pas. Parce qu'il y a un lectorat, et ce lectorat, il va entendre certaines choses, il ne veut pas entendre autre chose. Donc si vous dites autre chose, ils ne vont plus acheter leur journal. Ou ils ne voudront pas avoir leur article publié à côté du vôtre qui ne vaut rien, d'après eux. Donc la plupart des revues scientifiques refusaient de publier des articles sur la fusion froide. Donc on a été obligé de créer... Avec une explication, le refus, il est motivé ou c'est on vous prend de haut et... Même pas. Même pas. Bon. On dit ça ne rentre pas dans le cadre de leur journal et c'est fini. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc résultat, on a créé notre propre journal électronique. Maintenant, on peut tout faire par voie électronique, donc on n'a même pas besoin d'imprimer les papiers, ça ne coûte rien. Qui existe encore? Oui, il existe toujours, c'est moi l'éditeur en chef de ce journal. Ça s'appelle le Journal of Condensed Matter Nuclear Science. On a créé une association aussi, internationale, ça s'appelle International Society for Condensed Matter Nuclear Science, iscmns.org, c'est un site internet, sur lequel il y a toutes les informations, tous les articles qui sont parus et tout.
Il y a quand même quelques revues scientifiques qui ont accepté de publier quand même, hein, parce que l'éditeur était plus favorable qu'un autre. Donc il y en a quelques-uns qui ont publié un peu à droite, à gauche. Les Japonais sont plus ouverts, par exemple. Les Japonais ont publié plusieurs articles des journaux japonais. Bon, ça s'est fait. Donc il y a eu des conférences qui ont lieu tout le temps. Il y a le journal. Et la dernière conférence a eu lieu en Inde, par exemple, au mois de février, sur la fusion froide. Et la prochaine aura lieu en Corée. D'accord. Donc autant dire, et la Corée n'a jamais travaillé sur la fusion froide. Ils commencent à peine. D'accord. Il y a un certain nombre de pays qui commencent à se réveiller à la fusion froide. Au bout de 20 ans, quand même, c'est des temps. Il serait temps, ouais. Les Anglais, les Irlandais, les Coréens, bon, commencent à se bouger. Alors, qui se réveille? Est-ce que ce sont les instances politiques pour, en prévision, de se dire, voilà, il nous faut de nouvelles énergies, et puis on fait rentrer ça dans le cadre de décisions politiques? Ou est-ce que ce sont des chercheurs de ces pays-là qui, finalement, se font écho de ce qui paraît dans la presse spécialisée, et qui se disent, moi, en tant que scientifique, ça me plaît, ça me botte, j'ai envie de me mettre sur le coup, parce que ça paraît génial. Cet intérêt, de quel ordre est-il? C'est au niveau des scientifiques, surtout. Ouais. Bon, il y a les scientifiques, il y a les militaires aussi, beaucoup aux États-Unis. La Navy, par exemple, à Washington, qui est un très grand laboratoire de recherche dans tous les domaines, eux, ils ont plusieurs personnes qui travaillent sur la fusion froide. À la Navy, il y a aussi la Navy à San Diego aussi, qui a une équipe de recherche sur la fusion froide. Ah, mais alors là, ça devient politique. Alors là, quand c'est des corps d'armée, c'est des corps d'armée. Alors, aux États-Unis, il faut voir que le financement se fait par ce qu'on appelle le département de l'énergie, DOE, Department of Energy, qui finance à peu près tout. Et l'autre, Department of Defense, la défense. Et le département de l'énergie, il ne veut pas entendre parler de la fusion froide. Eux, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas en entendre parler. Par contre, les militaires, eux, ils financent. Ah oui. Ouais. Les militaires, quelque part, sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Mais alors, juste une chose pour qu'on comprenne bien, quand ils décident de financer la fusion froide, encore une fois, les militaires, c'est qui les militaires? C'est pas l'instance politique avec son corps d'armée, c'est quoi? C'est un général? C'est un laboratoire. C'est un laboratoire qui décide sans aval politique finalement? Je ne sais pas jusqu'où ça va en fait. Je ne sais pas jusqu'où la décision. C'est officiel en tous les cas. C'est pas officiel. C'est complètement officiel. Ils viennent aux conférences, ils mettent les noms de leur carte de visite. C'est sur Internet, tout ce qu'on veut. Et comment peut-on être scientifique et travailler pour les militaires? Je veux dire, à partir du moment où en ayant un contrat pour les militaires, on fait des découvertes ou des avancées dans le domaine de la fusion froide. Donc c'est quelque chose qui peut mener à la miniaturisation des bombes. Hein. Concrètement, j'imagine que les avancées qu'ils vont faire, ils vont obligatoirement ne pas pouvoir les partager. En fait, les militaires, ils ont besoin d'énergie, pas pour les bombes. C'est pas pour les bombes qu'ils veulent l'énergie, c'est pour faire marcher leur char d'assaut, en fait. Le problème des Allemands, pendant la guerre, avaient le problème, ils n'avaient plus de pétrole pour faire marcher leur char. Il fallait fabriquer du pétrole synthétique. Donc, si on a un système... Ils ont réussi. Ils ont réussi, oui, à le faire. Mais si on a un système qui permet de donner beaucoup d'autonomie à vos véhicules, c'est ça de gagner pour l'intendance, quand même. Il y a besoin d'énergie pour tout. Aussi bien pour la vie courante des gens normaux que pour les militaires qui ont les mêmes problèmes que n'importe qui, multipliés par un facteur plus grand parce que leur véhicule... Il n'y a pas que l'enjeu guerrier. Il n'y a pas que l'enjeu militaire arme dans l'armée. Je reformule ma question alors. Est-ce que ces scientifiques-là, c'est des scientifiques comme les autres, c'est-à-dire qu'ils partagent autant leurs découvertes que les autres, ou on peut se poser c'est des questions? pas sûr. Non, quand on a un contrat avec l'armée, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, effectivement. Quand c'est de la recherche très fondamentale, je crois qu'il n'y a pas de problème. Quand ça dépasse un peu le fondamental, ça risque de tomber dans des applications. Alors là, vous ne savez pas où ça tombe, vous n'en savez rien en fait. Ce qu'il faut. De toute façon, c'est la grande muette, ce qu'on dit l'armée, vous ne savez pas. Hein, vous n'avez pas ce qui rentre, vous ne savez pas ce qui sort. Alors, Jean-Paul Libérian, aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire, depuis ces essais de Ponce et Fleischmann, qui étaient un petit peu hasardeux, on l'a vu, on l'a compris, on voit bien que la communauté scientifique s'intéresse petit à petit, des conférences qui s'organisent, vous en organisez une à Marseille. Les conclusions de tout ça, 20 ans après, ça donne quoi en termes de finalité, d'application possible? On en est où? On en est où? Alors, pendant longtemps, les gens ont travaillé sur le système palladium au lourd. Palladium deutérium. Très cher, si je comprends bien, le palladium, c'est... Palladium est cher, le lourd est cher, tout est cher. Bon. On a travaillé de deux façons, soit avec des liquides, de l'eau lourde, soit avec du gaz, de deutérium. Les deux pistes ont été étudiées. En parallèle, il y a quelques personnes, quelques groupes qui ont travaillé avec le groupe nickel-hydrogène. Ils ont pris du nickel et de l'hydrogène ordinaire. Donc l'hydrogène ne coûte quasiment rien, nickel c'est pas très cher. Et ils ont eu des résultats. Et récemment, alors ça date de quelques mois seulement,
Il y a un groupe italien dirigé par M. Rossi, Andrea Rossi, qui dit qu'il a réussi à fabriquer un réacteur qui fait 10 kW d'énergie. 10 kW, c'est beaucoup, hein, parce qu'une maison, en moyenne, c'est 1 kW la consommation moyenne d'une maison. Hein. Ça veut dire qu'avec ce qu'il a fabriqué, on pourrait mettre ça dans un quartier, ça alimenterait 10 maisons. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Ça pourrait faire marcher sans problème votre voiture, etc. En fait, ce n'est pas des 10 kW électriques, c'est 10 kW thermiques. Donc quand on transforme la chaleur en électricité, on perd quand même pas mal. Hein. Mais enfin, on peut avoir le chauffage, l'électricité, la climatisation, tout ça, il a la même unité. Pour un coût ridiculement bas. Enfin, je ne sais pas le prix fonctionnement final, mais au niveau... On donnera les références en script sur l'image, parce qu'il a communiqué sur le sujet, il donne des chiffres, je ne les ai plus en tête. Là, mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est une porte ouverte à une nouvelle source d'énergie, de grande envergure, disponible économiquement avec des matériaux économiques. Nickel, la Nouvelle-Calédonie, c'est des montagnes de nickel, donc il n'y a pas de problème de nickel. Hein. Économique et écologique, point d'interrogation. Alors oui, alors ce qu'il a fait, lui, ce qu'il montre, il parle de la chose suivante. Il prend une poudre de nickel micrométrique, donc la taille à peu près du micron, qui mélange avec un catalyseur. Il ne veut pas donner la formule secrète de son catalyseur, on le comprend un peu, il essaie de le breveter, mais il a un peu de mal quand même, parce qu'il ne veut pas donner la recette, en même temps il veut le brevet, donc c'est difficile, il veut le beurre et l'argent du beurre, donc c'est un peu délicat. Ouais. Mais bon. En même temps, on comprend qu'il y a des comprend enjeux. Tout à fait très bien, il y a des enjeux. Il met ça dans un conteneur, il met de l'hydrogène sous pression, une vingtaine d'atmosphères à peu près, ou un peu plus, et il y a de la chaleur qui se dégage. Bon, il y a une procédure pour mettre en route, je simplifie un petit peu. C'est des petites quantités, c'est pas des grosses quantités. Lui, il dit qu'il peut faire des cartouches comme ça, qui pourraient durer 6 mois, qu'il faudrait renouveler. Qu'est-ce qu'il observe? Il observe de la chaleur, il observe que son nickel se transforme en cuivre. Alors si vous regardez le tableau... Il transforme en or, on lèverait la main pour la main. Ben, il est parti de nickel, et l'élément qui vient après le nickel, c'est le cuivre. C'est le cuivre. Bon, s'il était parti de mercure, il aurait de l'or, peut-être. On lui suggérera. Il ferait un petit courrier. Donc le cuivre coûte moins cher que le nickel, mais en fait c'est quand même un matériau assez précieux. Et en même temps, ce qui est étonnant chez lui, c'est qu'il dit qu'il y a un certain nombre de rayonnements gamma qui se produisent, mais qui ne durent pas. C'est-à-dire dès qu'il arrête son réacteur, au bout d'une heure ou deux, il n'y a plus de rayonnement. Donc il a l'air de faire quelque chose de radioactif, mais qui ne reste pas radioactif, qui disparaît tout de suite. Donc, bon, c'est assez intéressant parce que, un, ça prouve qu'il se passe une réaction nucléaire puisqu'il y a un rayonnement. Et deux, c'est que ça ne dure pas, donc c'est très écologique puisqu'il n'y a pas de rayonnement. Des cendres, si vous voulez, qu'on obtient, c'est du cuivre. Le cuivre, c'est pas dangereux du tout. Ouais. C'est bien, le cuivre. L'hydrogène, il y en a de quantité astronomique. On pourra le refourguer pour pas cher au plombier. Voilà, ça ne voleront plus les fils de la SNCF. Voilà. Je vous arrête. Du rayonnement gamma en quantité importante. Ah, mais il met un blindage, il ne donne pas trop les détails. Il met un blindage de plomb autour et puis voilà, ça suffit. Parce qu'il y a eu des démonstrations de fait. Il a fait une démonstration à Bologne au mois de janvier, il en a fait d'autres après à des Suédois, il est en contact avec la NASA. Donc il y a des gens intéressés par cette technologie-là. Et juste pour mettre dans le contexte, est-ce qu'il travaille à peu près dans les mêmes conditions que vous? Est-ce qu'il a, dans quelles conditions il a fait ses recherches? Quels sont les financements? Est-ce que c'est quelqu'un qui disposait de gros moyens? Parce que vous nous parliez tout à l'heure du MIT, de l'armée, on imagine bien les budgets qu'il y a derrière, on imagine bien les locaux dont il dispose. On tournera quelques images tout à l'heure du lieu où on se trouve ici à Lumini. On peut se rendre compte qu'ici les moyens sont... c'est très frugal hein, comme dispositif. Dans quelles conditions il est ce monsieur-là Quand on fait de la recherche, il y a plusieurs façons de faire de la recherche. Hein. Il y a des méthodes plus empiriques que d'autres. Il y a les méthodes empiriques, c'est ce qu'il a utilisé Rossi un peu. Il s'est dit, le nickel, les gens avaient déjà travaillé sur le système nickel-hydrogène en Italie. Et on savait que ça marchait. Mais c'est des petites quantités, c'est quelques dizaines de watts. C'était pas des kilowatts, c'était des barreaux, c'était un peu compliqué. Et lui, il a passé 2 ans à faire des essais avec différents types de matériaux, jusqu'à ce qu'il en trouve un que ça marche. Par les essais-erreurs, voilà. Il a fait des essais-erreurs, un peu comme Edison qui a inventé l'ampoule électrique, il a cherché toutes sortes de matériaux pour faire le filament, puis finalement il en a trouvé un qui marchait. Il a tout essayé jusqu'à ce qu'il en trouve un qui marche. Et lui, il a fait un peu pareil, il a fait la méthode essai-erreur. C'est pas une méthode, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Hein. C'est pas la méthode habituelle en science, on fait des analyses, on regarde, etc., on met des gros moyens. C'est pas forcément les meilleurs qui réussissent, c'est pas forcément comme ça qu'on réussit. Et lui, il a peut-être trouvé la bonne formule en
faisant des essais-erreurs, tout simplement. En cherchant. Voilà. Il est parti d'une idée que ça doit marcher, et puis il a cherché le matériau qui marchait le mieux. Et c'est comme ça qu'il a fait. Alors lui, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est en train de fabriquer en Grèce, en série, ce matériel-là, et il va faire une démonstration au mois d'octobre d'un générateur de 1 MW. 1 MW, c'est beaucoup, hein, quand même. 1 MW, c'est 1 million de watts. Sur le marché, il y a beaucoup de monde avec ça. Hein. Ça fait 1000 maisons, quoi. 1000 maisons. Ça fait un village déjà. Hein. C'est-à-dire que là, on peut, parce que c'est quand même un peu la ligne directrice de Knowledge, on peut imaginer que c'est une application qui pourrait servir à fournir de l'énergie quartier par quartier dans une ville ou pour une entreprise ou quoi. On dirait exit le nucléaire, exit le charbon, les gaz à effet de serre. On pourrait imaginer mettre ces unités de production de 1 MW de part et d'autre des villes en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de la nécessité. Et... Ouais. On pourrait imaginer à l'échelle de la maison, à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du village, à l'échelle du quartier, on peut tout imaginer. Là. On peut imaginer tous les formats. On peut imaginer tous les formats. Je ne sais pas lequel gagnera, mais on peut imaginer a priori tous les formats. On est en train de passer d'un système centralisé de distribution de l'énergie, d'un gros poste qui est distribué par des tuyaux, à un système peut-être par réseau. Parce que ce qui est intéressant, c'est de se mettre en réseau pour partager il y en a un qui produit plus, il redonne à l'autre qui en a moins, etc. Ça s'appelle le mode collaboratif. Ça. Absolument. Ouais. Et c'est exactement comment fonctionne Internet. Hein. Il n'y a pas de source Internet. Oui. C'est un réseau maillé. Il n'y a pas un distributeur comme France Télécom avec le Minitel. Le Minitel, tous les fils allaient au même endroit. Alors que dans le réseau Internet, justement, il n'y a pas de nœud central. Puisque c'est un réseau, si une maille ne marche pas, on passe par une autre maille. Donc c'est ce qui va probablement se passer au niveau de l'énergie dans les dizaines, centaines d'années qui viennent devant nous. Quoi. Ça va changer le processus de distribution de l'énergie. Si on a un système comme ça, on peut résoudre le problème de la voiture électrique. Le gros handicap de la voiture électrique, c'est l'autonomie des batteries. Passer 8 heures à recharger une batterie, c'est inacceptable. On ne peut pas dire, je vais laisser parking ma voiture pendant que je fais des courses pendant 8 heures pour charger ma batterie. Je veux dire, ça plairait beaucoup au Carrefour. Carrefour, ça va plairait, ouais, mais il pourrait faire des nocturnes, ça vous laissez toute votre vie, faire le cours pendant 8 heures, vous venez, votre voiture est pleine. Et vous l'avez gratuitement, l'électricité en plus. Mais on ne peut pas se dire, je vais aller de Marseille à Paris, je vais m'arrêter à une station d'essence pendant 8 heures pour recharger ma batterie, je repars après. Alors, c'est pas possible. On révolutionnerait il faut recharger en permanence la batterie. Et recharger la batterie, il faut un système qui fonctionne de manière continue. Oui, puis ça nécessite de l'infrastructure, ça nécessite énormément de coûts additionnels à celui même de l'énergie. Oui, c'est trop compliqué, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Par contre, si on a un système qui est autonome, qui peut recharger l'électricité dans la voiture, alors on a besoin d'un tampon de batterie, et puis c'est tout, on recharge en permanence. Il n'a pas besoin d'être puissant le moteur à ce moment-là, parce qu'il chargera en permanence. Alors vous, en France, Jean-Paul Viverian, vous êtes ici à Lumini au CNRS. Sur la fusion froide, donc on a bien compris que les Italiens sont sur le coup, ils sont pas loin de déposer un brevet, ils ont des propositions à faire. Où vous en êtes ici à Lumini sur la fusion froide et quel est l'état d'avancée de vos travaux? On n'est pas loin. C'est bien, on voit encore la ligne de départ. D'accord. C'est l'avantage de ne pas encore perdu. Oui, mais attendez, ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi avec quoi vous travaillez. Voilà, le problème, c'est que j'ai aucun moyen ici. Il n'y a pas de programme de recherche officiel sur la fusion froide, ni officieux d'ailleurs, ni officiel, ni rien du tout. Je travaille avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je bricole en permanence. C'est comme si je travaillais dans mon garage, en gros, un bon garage, voilà. Avec une prise de courant et tout ce que j'ai à combiner. Mais est-ce que ici, l'université, le CNRS, quand même, reconnaît le fait que vous travaillez là-dessus, ou est-ce que vous travaillez un peu en sous-main avec d'autres activités qui sont un peu plus officielles? Ce que je suis en train de dire là, je dis quelque chose d'officiel, mais ça n'est pas officiel. Quoi. D'accord. C'est-à-dire que normalement, j'ai quand même d'autres activités annexes qui me permettent de dire que je fais autre chose. Mais l'essentiel de mon temps, je travaille quand même là-dessus. Et il n'y a personne qui me soutient. Mais personne ne m'empêche, voilà. D'accord. C'est important quand même. Voilà, personne ne me gêne. Peut-être qu'après cette émission, j'aurai des problèmes, mais pour le moment, personne ne me gêne. Mais il suffit d'aller sur Internet pour lui trouver que c'est moi qui suis dessus quand même. Mais personne ne me gêne et personne ne me soutient en même temps. Donc c'est neutre. Donc je fais ce que je veux, quoi, en gros. D'accord. Mais j'ai pas de moyens. Tant que je ne demande rien, j'ai pas de problème. Alors, la question qui me vient de suite derrière, c'est pourquoi il n'y a pas de moyens? Comment fonctionne aujourd'hui la décision d'aller soutenir
une matière en sciences ou une autre? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui nos choix scientifiques? Pourquoi aujourd'hui même ça ne fait pas l'objet d'un référendum populaire? Enfin, où on en est, l'état politique, sciences, population, choix c'est quoi l'affaire? Une fois, j'avais lu dans un petit livret là, de l'armée américaine, si vous avez un insecte dans l'oreille, pour le faire sortir, prenez une lampe de poche, vous éclairez, l'insecte est attiré par la lumière. Et je dis, tiens, c'est bizarre, c'est que quand vous avez une salle, par exemple, si vous voulez que les gens se déplacent, vous éteignez cette salle, vous allumez l'autre, les gens vont automatiquement à l'autre endroit où il y a la lumière. Et la recherche scientifique, c'est pas la lumière, c'est l'argent. On donne de l'argent à tel endroit, les gens ils vont étudier cet endroit-là, c'est là qu'il y a l'argent. Donc comment on fait piloter la recherche? Par le financement. Le gouvernement décide des axes de recherche. On a décidé qu'on allait mettre de l'argent sur les nanotechnologies. Donc vous devez faire, il faut qu'il y ait des nanotechnologies qui apparaissent dans toutes vos demandes de financement. S'il n'y a pas le mot nanotechnologie, nanoscience, vous n'avez pas de sous. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir la nanotechnologie? Où se prennent les conseils? Aujourd'hui, on parle quand même de la fusion froide. D'après les explications que vous venez de nous fournir, ça pourrait quand même nous révolutionner la vie en termes d'énergie, aussi bien pour le lambda de base, le français moyen qui utilise sa voiture, sa cuisinière, enfin tout ce qu'il veut, que l'industriel. Et on n'a pas mis dessus une once de décision politique. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi autre chose Parce que un gouvernement est conseillé, mais il y a des conseillers autour du gouvernement. C'est pas le gouvernement, ils ne connaissent rien. Quand on a écouté le débat entre Sarkozy et Ségolène Royal, au débat télévisé sur l'énergie, tous les deux ils disaient n'importe quoi. Troisième génération, donc quatrième génération, le pourcentage d'électricité nucléaire, pas nucléaire, ils ne connaissaient rien du tout au sujet. Ces gens-là ne connaissent pas. Donc, juste une parenthèse d'ailleurs, le pourcentage d'électricité nucléaire en France, c'est 80%, à peu près, mais peut-être plus parce qu'on exporte. Alors, je ne sais pas comment on calcule le pourcentage, puisqu'on exporte. Donc c'est énorme. Donc, les politiques ne connaissent rien sur la science. La plupart, c'est des juristes, des choses comme ça, ce n'est pas des gens du métier de la science. Ils ont des conseillers autour d'eux. Ces conseillers viennent de gros organismes. Ils viennent de l'EDF, ils viennent d'Areva, ils viennent de GDF. Ils ne viennent pas de gens qui font de la fusion froide. Ils ne sont jamais conseillers au gouvernement, ces gens-là. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils continuent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent pour faire fonctionner leur filière à eux. Si vous ne savez peut-être pas, mais dans le nouveau plan... Donc les conseillers sont ceux qui sont dans qui bénéficient des trucs. Le grand emprunt qui a été fait de 30 milliards, oui. Il y a 1 milliard pour le nucléaire nouvelle génération. 1 milliard pour le nucléaire. Le grand emprunt. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont suffisamment d'influence pour dire mettez 1 milliard pour qu'on développe des nouvelles centrales nucléaires. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, il n'y a personne qui va dire essayons de faire des choses complètement nouvelles parce que vous allez déstabiliser ces gens-là. Si vous arrivez à faire une centrale nucléaire de cette taille-là, vous n'avez plus besoin d'Areva, vous n'avez plus besoin d'EDF, vous n'avez plus besoin de personne. Qui va faire vous êtes en train de nous expliquer que pour les prises de décision scientifiques, il n'y a pas de décision qui pourrait être prise de manière collégiale avec des gens qui seraient neutres, des comités scientifiques neutres, qui pourraient dire pour l'intérêt des Français et de l'État, il faudrait qu'on oriente nos décisions politiques vers ça, vers ça, vers ça. Absolument pas. C'est comme les pharmaciens qui décident des médicaments qu'il faut mettre sur le marché, pareil. C'est les mêmes gens qui décident et qui sont en même temps qui profitent du chose. Ouais. La chose. D'accord. C'est pas possible. Ils sont jugés partis en même temps, ces gens-là. On ne peut pas demander qu'ils se tirent une balle dans le pied. Autre question. On est dans un pays démocratique. On pourrait discuter beaucoup du sens du mot démocratique, mais quelle est la part de prise de décision du peuple quant à ses choix, lui? Si on voit... Aucune. Il y a eu une grosse discussion qui s'est faite quand les Allemands ont décidé d'arrêter le nucléaire dans 10 ans. Les Français ont dit attendez, ils ont pris les décisions sans demander à personne. Et les Français, ils n'ont demandé à personne non plus quand ils ont fait leur centrale nucléaire. Personne ne demande rien à personne. On ne demande pas. Les gens décident à haut niveau pour des raisons politiques. Ça arrange mieux ça que ça, que ça. Il y a des choix qui sont faits de manière politique, au sens noble du terme en principe. Normalement, la politique, c'est quelque chose de noble. Mais après, il y a la petite politique qui est moins noble, avec un petit P. Oui, parce que moi, je m'en étais arrêté à ce qu'il devait y avoir un peuple qui devait décider de son devenir, de ses choix, et qu'il élisait des représentants. Enfin, je m'en étais arrêté là. Oui, parce que... J'ai peut-être été dépassé. Il y a une grande truc qui dit « one man, one vote », un homme, une voix. Mais
En pratique, il y a des voix qui pèsent plus que d'autres. Et alors, la voie scientifique, c'est quoi? C'est une dictature, le chemin politique scientifique? C'est une dictature dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure, le financement est dirigé. Dirige la recherche automatiquement. Si le jeune gars qui arrive, qui commence ses activités de recherche, il va aller où il a une promotion, une possibilité de se développer. Il va aller dans un endroit où il y a de l'argent. Il ne va pas aller dans un endroit où il n'y a rien. Ou peut-être que s'il va dans un endroit où il n'y a rien, dans 20 ans, il sera récompensé par le prix Nobel, ça c'est possible. Oui. Mais il faut qu'il attende 20 ans avec une chance très faible de l'avoir, le prix Nobel. Et qui galère un peu. Qui galère pendant 20 ans, Ouais, ou 30 ans, 40 ans, ou peut-être qu'il galère. Ça veut dire que pour des questions finalement de décision politique basées sur une situation financière, on peut passer à côté de révolutions technologiques absolument gigantesques qui pourraient avoir des applications pour l'humanité de manière générale. Absolument. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de francs-tireurs qui, à la marge, font des choses. Il y a toujours des gens à la marge. Et ces gens à la marge ne sont même pas écoutés par la presse, ils ne sont même pas publiés, d'après ce que vous nous expliquez. Non, ils ne sont pas publiés. Il y a une vraie difficulté là. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Tout simplement, on n'en parle pas. L'affaire de Rossi, par exemple, si on va sur Internet, il y a beaucoup d'informations dessus. Beaucoup. Mais dans le grand public, ça n'apparaît pas. La RAI a fait un reportage dessus. Est-ce que vous croyez qu'on en a parlé à la télévision française? Aucun. Personne. Même les journaux n'en parlent pas, personne n'en parle. Personne n'en parle. Parce que si on met une information comme ça, on va mettre de la confusion dans la tête des gens. Il y a un message à faire passer qui est le nucléaire est sûr, pas dangereux, surtout le nucléaire français, surtout le PR, surtout nous, on est les plus forts. Si quelqu'un arrive avec une autre possibilité, on ne va plus l'écouter. Donc il ne faut surtout pas brouiller le message. Eh oui. Je pense que dans votre livre, votre exemple du petit livret militaire américain, les insectes sont attirés par la lumière, il y a peut-être en bas un petit nota bene, attention, il y en a quelques-uns qui sont noctambules, qui vont quand même s'intéresser à d'autres choses. Voilà, heureusement. Heureusement qu'il y en a qui ne vont pas vers la lumière. Bon alors dans tout ça, si on devait faire une conclusion, comment vous la formuleriez? Le mot de la fin, ce serait quoi? On est à un carrefour là, qui va se passer là. On est en train de quitter une zone où on était en souterrain. Les choses se passaient souterrain. C'est pas très visible. De temps en temps, il y a des petits trucs qui sortaient, mais très peu. D'un seul coup, ça va devenir visible et ça va changer beaucoup de choses dans les mois qui viennent. Je crois qu'on arrive dans une zone charnière. Ça ne veut pas dire que demain, vous aurez ça dans votre maison. Mais ça va changer une perspective très rapidement. Je sais qu'en Chine, il y a 21 laboratoires qui travaillent sur la fusion froide. La Corée, je disais tout à l'heure, a commencé à travailler dessus. Il y a des gens qui sont intéressés. En Russie, il y a déjà beaucoup de laboratoires qui travaillent aussi dessus sur la fusion froide. Il ne faut pas croire que la France est l'exemple numéro 1 de ce qui se passe ailleurs. Il se passe beaucoup de choses ailleurs et ça va se passer. C'est pour bientôt. Ce seront quelques résistants, scientifiques résistants qui, à force de travail acharné, auront réussi à forcer le politique à changer finalement devant le résultat. Devant le résultat, oui. À un moment donné, on n'a plus le choix. Je me rappelle très bien quand Internet est sorti, comment France Télécom a essayé de bloquer ça avec le Minitel, mais au bout d'un moment, ils ont été submergés. Et il valait mieux passer par Internet pour avoir les horaires à la SNCF gratuitement plutôt que de payer sur le Minitel. C'était incroyable. Mais à un moment donné, la diligence, elle a tenu tant ce qu'elle a pu, mais les trains allaient plus vite que la diligence. À un moment donné, on est obligé d'accepter la réalité. Quand ils ont fait les dirigeables, ils arrivaient à transporter plus de personnes que les avions. C'est vrai. Il y avait 100 personnes dans le dirigeable, il y avait 3 personnes dans l'avion. Mais après, la dirigeable a disparu, il y a des accidents, il y a des tas de problèmes, et les avions transportent 800 passagers maintenant. Donc, à un moment donné, il faut se mettre devant la réalité des choses. On peut freiner un petit peu, mais à un moment donné, on lâche. Et la pression devient trop forte, c'est fini. Donc là, dès que le produit va sortir, ça va changer complètement la donne. C'est la création qui aura permis le changement. La créativité des gens, on ne peut pas empêcher ça en fait. Il y a un moment donné, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas l'empêcher. Ça pousse. On peut fermer les yeux et croire que ça n'existe pas, à un moment on peut le faire. Mais à un moment donné, c'est trop gros, trop évident, voilà, les choses ont changé. C'est comme ça, l'évolution, la technologie, la science. Il y a des choses de base qui changent. Je vous en donne une autre par exemple. Quand ils ont créé les départements en France, en 1789, à la Révolution, il fallait qu'on puisse aller de n'importe quel point du département au chef-lieu, c'est-à-dire la préfecture, en 24 heures.
Parce qu'il va voyager à pied. Alors. Ah, c'est comme ça C'est qu'étaient comme ça que dessinés c'est les chefs-lieux. l'État et les chefs-lieux, l'État et les départements. Il D'accord. fallait y aller en 24 heures. Maintenant, on peut aller n'importe où sur la Terre en 24 heures. Donc notre taille de département, c'est la Terre. C'est tout. Ça veut dire que vous ne pouvez plus empêcher l'immigration. Vous pouvez faire tous les murs que vous voulez, vous n'allez jamais empêcher l'immigration. Il y a des choses qu'il faut se rendre à l'évidence. Vous ne pouvez pas. C'est des combats qui sont perdus d'avance. Peut-être vous allez reculer de quelques années, mais vous avez perdu. C'est déjà perdu. Il faut trouver une autre solution. Ça ne peut pas marcher. On le sait. Il y a des gens qui essayent quand même, parce que les gens sont têtus, ils croient toujours. Bon. Mais c'est pas possible. Il y a simplement que de la technologie. Ça n'a rien à voir avec le reste. Les avions existent. C'est tout. Si on y allait en bateau, ça n'existerait pas. Le jet lag, il n'existait pas avant. Parce que les gens allaient en bateau jusqu'en Amérique. Le temps qu'ils arrivent, ils étaient habitués aux horaires. Maintenant, avec l'avion, vous êtes arrivés, vous n'êtes pas habitués aux horaires. Avant le jet lag, vous dites bien que c'est à cause des jets qu'il y a le décalage horaire. Il n'y avait pas de décalage horaire. La notion n'existait même pas. Oui, bien sûr. N'existait pas. La Alors, technologie. ça me rappelle, cette conclusion me rappelle une discussion qu'on a eue hors caméra, où on disait que finalement, c'est à chacun de pouvoir créer, c'est la manière de résister. On le voit pour des applications scientifiques, finalement, c'est la création qui aura permis l'évolution, ils n'ont pas le choix politique, ni d'un gouvernement, ni d'un professeur en particulier. Hein. C'est pas quelqu'un qui a décidé qu'on allait faire ça. C'est... Pardon. Mais il n'y a pas de mal. C'est devant l'évidence de la création, qui ça y est, c'est là, c'est créé, on propose que ça change. Donc en fait, ça c'est applicable à tout le monde et à tout niveau en fait. Absolument. Et je crois que ce qu'il faut pour chaque être humain, c'est communicatif. C'est de prendre ses responsabilités et de se renseigner. C'est-à-dire que on ne peut pas faire confiance aux gens comme ça. Alors, on peut faire confiance à des gens qu'on connaît, etc. On fait confiance en eux, on sait ce qu'ils disent, etc. Mais on ne peut pas faire des confiances aveugles à n'importe quoi. À un moment donné, il faut se renseigner, il faut s'éduquer, il faut passer du temps. Voilà, on n'est pas obligé d'avaler tout ce qu'on nous dit. C'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est vrai. Hein. Vu à la télé, vous mettez des photos publicitaires. Vu à la télé. C'est comme si c'était une preuve que c'est quelque chose de bien. Parce que c'est vu à la télé. Démontrer scientifiquement, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, démontrer scientifiquement. Que la telle brosse à dents marche mieux que l'autre. Démontrer scientifiquement, comment on peut faire cette démonstration pareille. J'en sais rien. Mais démontrer scientifiquement. Ils vous vendent des pilules contraceptives bonnes à 95%. Ça veut dire quoi ça? 95 fois vous n'êtes pas enceinte, les 50 fois vous êtes enceinte, ça marche pas, je sais pas. Il y a des trucs scientifiques qui veulent rien dire. Mais on vous met un tampon scientifique et vous réfléchissez, bah bon, c'est bon, c'est 99%. Je connais des femmes qui sont enceintes avec la pilule, ça c'est que stérilé. Ça arrive. Une centrale nucléaire, elle est sûre, mais il y en a des plus sûres, comme disait l'autre, Coluche, il est plus blanc que blanc. C'est pareil, on a des centrales nucléaires sûres, mais on en aura des plus sûres après, donc elle n'était pas si sûre que ça, les autres. Oui, c'est ça. C'est quoi que ça veut dire ça? C'est la même chose, c'est pas bon de dire ça. Voilà. Ma conclusion, soyez responsables dans votre vie et regardez ce qui se passe autour de vous, et grâce à Internet, on a l'information qu'on n'avait pas avant. Mais en tout cas, l'information de cette rencontre avec Jean-Paul Bilberian sera sur Internet, sur notre site, donc knowledge-tv.com. On vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici à Lumini. On va vous suivre un petit peu dans votre laboratoire. Je vous fais visiter un petit peu le laboratoire, je vais vous montrer quelques expériences que j'ai fait en ce moment-là. Ben, on va tourner ça. Pour la partie sur la fusion froide, en tout cas, merci de nous avoir informés là-dessus. Et on reviendra peut-être vous voir, se tenir au courant de l'évolution de la situation sur la fusion froide. Quand vous voulez. Jean-Paul Bilberian, merci. Merci. Voilà l'expérience que je fais en ce moment, c'est un calorimètre dans lequel je rentre de l'eau froide qui arrive d'ici et qui ressort réchauffée par le système de fusion froide que je fais fonctionner là. Donc je rentre de l'eau à 38 degrés et ressort plus chaud de l'autre côté. À l'intérieur de ce système, il y a mon réacteur dans lequel j'ai mis une poudre de nickel et de l'hydrogène et j'essaie de voir quelles sont les meilleures conditions pour que ça dégage de la chaleur. Alors là, je suis à peu près à 600 degrés à l'intérieur. Ça dégage un petit peu de chaleur, mais pas suffisamment. J'ai eu une production tout à l'heure de l'ordre de 200 milliwatts, ce qui est très très peu, et qui ne dure pas assez longtemps. C'est ça le problème que j'ai en ce moment.
Donc il faut que je change un petit peu les conditions, soit de pression de gaz, soit de température, pour optimiser le système. On est à peu près sur le schéma d'une taille de ce que font les Italiens. À peu près, oui, à peu près. Ils arrivent à faire 10 kW, ce qui est énorme. Avec ça Quelque chose de cette taille-là. Ça monte On se sent un peu perdu au milieu du... Ouais, c'est pas mal ça. Quand on ne connaît pas, ça paraît compliqué, c'est normal. C'est pas très compliqué. Au mois d'octobre, d'un générateur de 1 MW. 1 MW, c'est beaucoup, hein, quand même. 1 MW, c'est 1 million de watts. Sur le marché, il y a beaucoup de monde avec ça. Hein. Ça fait 1000 maisons, quoi. 1000 maisons. Ça fait un village déjà. Hein. C'est-à-dire que là, on peut, parce que c'est quand même un peu la ligne directrice de Knowledge, on peut imaginer que c'est une application qui pourrait servir à fournir de l'énergie quartier par quartier dans une ville ou pour une entreprise ou quoi. On dirait exit le nucléaire, exit le charbon, les gaz à effet de serre. On pourrait imaginer mettre ces unités de production de 1 mégawatt de part et d'autre des villes en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de la nécessité. Et... Ouais. On pourrait imaginer à l'échelle de la maison, à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du village, à l'échelle du quartier, on peut tout imaginer. Là. On peut imaginer tous les formats. On peut imaginer tous les formats. Je ne sais pas lequel gagnera, mais on peut imaginer a priori tous les formats. On est en train de passer d'un système centralisé de distribution de l'énergie, d'un gros poste qui est distribué par les tuyaux, à un système peut-être par réseau, parce que ce qui est intéressant, c'est de se mettre en réseau, pour partager il y en a un qui produit plus, il redonne à l'autre qui en a moins, etc. Ça s'appelle le mode collaboratif, ça. Absolument. Ouais. Et c'est exactement comment fonctionne Internet. Hein. Il n'y a pas de source Internet. Oui. C'est un réseau maillé. Il n'y a pas un distributeur comme France Télécom avec le Minitel. Le Minitel, tous les fils allaient au même endroit. Alors que dans le réseau Internet, justement, il n'y a pas de nœud central, puisque c'est un réseau, si une maille ne marche pas, on passe par une autre maille. Donc c'est ce qui va probablement se passer au niveau de l'énergie dans les dizaines, centaines d'années qui viennent devant nous. Quoi. Ça va changer le processus de distribution de l'énergie. Si on a un système comme ça, on peut résoudre le problème de la voiture électrique. Le gros handicap de la voiture électrique, c'est l'autonomie des batteries. Passer 8 heures à recharger une batterie, c'est inacceptable. On ne peut pas dire je vais laisser parking ma voiture pendant que je fais des courses pendant 8 heures pour charger ma batterie. Je veux dire, ça plairait beaucoup au Carrefour. Ça. Carrefour, ça va plairait, ouais, mais il pourrait faire des nocturnes, ça vous laissez toute votre vie, faire le cours pendant 8 heures, vous venez, votre voiture est pleine. Et vous l'avez gratuitement, l'électricité en plus. Mais on ne peut pas se dire je vais aller de Marseille à Paris, je vais m'arrêter à une station d'essence pendant 8 heures pour recharger ma batterie, je repars après. Alors, c'est pas possible. On révolutionnerait il faut recharger en permanence la batterie. Et recharger la batterie, il faut un système qui fonctionne de manière continue. Oui, puis ça nécessite de l'infrastructure, ça nécessite énormément de coûts additionnels à celui même de l'énergie. Oui, c'est trop compliqué, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Par contre, si on a un système qui est autonome, qui peut recharger l'électricité dans la voiture, alors on a besoin d'un tampon de batterie, et puis c'est tout, on recharge en permanence. Il n'a pas besoin d'être puissant le moteur à ce moment-là, parce qu'il chargera en permanence. Alors vous, en France, Jean-Paul Viverian, vous êtes ici à Lumini au CNRS. Sur la fusion froide, donc on a bien compris que les Italiens sont sur le coup, ils sont pas loin de déposer un brevet, ils ont des propositions à faire. Où vous en êtes ici à Lumini sur la fusion froide et quel est l'état d'avancement? Ici à Boston, le Caltech près de Los Angeles et un laboratoire en Angleterre. Ces 3 laboratoires ont voulu refaire l'expérience. Ils étaient une sorte de référence. Si ça marche, on a les meilleures personnes là, ils devraient y arriver. Ouais. Ils ont travaillé 3 semaines, hein, pas plus. Hein. Ah oui. Au bout de 3 semaines, ils ont dit ça marche pas. D'autant plus qu'il y a un des laboratoires qui a un peu truandé les données, parce qu'ils ont comparé l'eau légère et l'eau lourde, l'eau ordinaire et l'eau lourde. Et la courbe de l'eau lourde a été plus élevée que la courbe de l'eau légère, mais ils ont corrigé un peu les données après pour que ça ait plus d'effet. Et l'affaire est passée, ça ne marche pas. Alors en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on s'est servi de ces laboratoires pour leur faire dire que ça ne marchait pas, on les a fait travailler 3 semaines dessus, les rapports tombent, 3 semaines après ça ne marche pas, on abandonne. On abandonne. Alors qui c'est qui reste? Alors il reste des gens qui ont réussi. Parce que dans le tas de gens qui ont échoué, il y en a quelques-uns qui ont réussi quand même. Ah oui. Sur la grande quantité de gens qui ont essayé. Il y en a qui connaissaient Ponce et Fleischmann de réputation, qui avaient travaillé avec eux, qui les connaissaient bien, qui savaient qu'ils n'allaient pas dire n'importe quoi, que ce n'étaient pas les débutants, qu'ils n'allaient pas truander leurs données.
Donc ils ont commencé à discuter avec eux, ils ont refait des expériences. Donc il y a un groupe de gens, 100, 200, 300 personnes à peu près dans le monde entier, qui ont continué à travailler. En dehors des contrôles des lobbies politiques. En dehors de tout, voilà. Dans les catacombes, disons. Sur leur propre denier, je présume. Alors, il y a eu plusieurs cas qui se sont produits. Il y a des gens qui ont travaillé dans leur laboratoire sans le dire à personne, ils continuent à le faire avec les moyens qu'ils avaient. Ce n'est pas des manips très très chers, hein. C'est vu l'appareillage, c'est pas une grosse machine. Hein. Donc il y a des gens qui ont continué à le faire dans leurs universités sans rien dire. Il y a des gens qui ont réussi à le faire de manière institutionnalisée dans leur propre organisation. Il y en a quelques qui ont réussi. Il y a des gens qui ont eu des contrats de l'équivalent de l'EDF aux États-Unis, par exemple, qui a quand même regardé. Parce que dans ces organismes-là, il y a toujours des gens quand même qui sont curieux, qui disent quand même il faudrait regarder. Hein. Même si officiellement c'est non, il y a quand même en souterrain des choses qui se passent. Des fois qu'il n'y aurait pas un petit brevet à déposer. Il y a quelque chose quand même. Les enjeux sont trop gros, on ne peut pas laisser tomber de choses pareilles. Donc ça continue à fonctionner. Il y a eu des réunions qui se sont faites à peu près tous les ans, internationales, où les gens se réunissaient pour discuter de ça. J'en ai organisé une, moi, à Marseille, en 2004, où il y avait quand même 173 personnes qui sont venues, de 20 pays différents, donc quand même, des gens intéressés. Hein. Oui, c'est quand même à noter dans cette affaire. Vous y êtes sur le coup, là. Ah, je suis complètement sur le coup, moi. Ouais. Je suis même, on a créé, alors, une autre difficulté, c'est publier les résultats. Parce que le problème de la presse, c'est ça. Quelle que soit la presse grand public comme la presse spécialisée, il y a une ligne éditoriale. Si vous ne rentrez pas dans la ligne éditoriale du journal, du magazine, vous ne pouvez pas. Ça ne passera pas. Parce qu'il y a un lectorat, et ce lectorat, il va entendre certaines choses, il ne veut pas entendre autre chose. Donc si vous dites autre chose, ils ne vont plus acheter leur journal. Ou ils ne voudront pas avoir leur article publié à côté du vôtre qui ne vaut rien, d'après eux. Donc la plupart des revues scientifiques refusaient de publier des articles sur la fusion froide. Donc on a été obligé de créer. Non, j'ai quand même d'autres activités annexes qui me permettent de dire que je fais autre chose. Mais l'essentiel de mon temps, je travaille quand même là-dessus. Et il n'y a personne qui me soutient. Mais personne m'empêche, voilà. D'accord. C'est important quand même. Voilà, personne ne me gêne. Peut-être qu'après cette émission, j'aurai des problèmes, mais pour le moment, personne ne me gêne. Mais il suffit d'aller sur Internet pour lui trouver que c'est moi qui suis dessus quand même. Mais personne ne me gêne et personne ne me soutient en même temps. Donc c'est neutre. Donc je fais ce que je veux, quoi, en gros. D'accord. Mais j'ai pas le moyen. Tant que je ne demande rien, j'ai pas de problème. Alors, la question qui me vient dessus derrière, c'est pourquoi il n'y a pas de moyens? Comment fonctionne aujourd'hui la décision d'aller soutenir une matière en sciences ou une autre? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui nos choix scientifiques? Pourquoi aujourd'hui même ça ne fait pas l'objet d'un référendum populaire? Enfin, où on en est, l'état politique, sciences, population, choix c'est quoi l'affaire? Une fois, j'avais lu dans un petit livret de l'armée américaine, si vous avez un insecte dans l'oreille, pour le faire sortir, prenez une lampe de poche, vous éclairez, l'insecte est attiré par la lumière. Et je dis, tiens, c'est bizarre, c'est que quand vous avez une salle, par exemple, si les gens se déplacent, vous éteignez cette salle, vous allumez l'autre, les gens vont automatiquement à l'autre endroit où il y a la lumière. Et la recherche scientifique, c'est pas la lumière, c'est l'argent. On donne de l'argent à tel endroit, les gens ils vont étudier cet endroit-là, c'est là qu'il y a l'argent. Donc comment on fait piloter la recherche? Par le financement. Le gouvernement décide des axes de recherche. On a décidé qu'on allait mettre de l'argent sur les nanotechnologies. Donc vous devez faire, il faut qu'il y ait des nanotechnologies qui apparaissent dans toutes vos demandes de financement. S'il n'y a pas le mot nanotechnologie, nanoscience, vous n'avez pas de sous. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir la nanotechnologie? Où se prennent les conseils? Aujourd'hui, on parle quand même de la fusion froide. D'après les explications que vous venez de nous fournir, ça pourrait quand même nous révolutionner la vie en termes d'énergie, aussi bien pour le lambda de base, le français moyen qui utilise sa voiture, sa cuisinière, enfin tout ce qu'il veut, que l'industriel. Et on n'a pas mis dessus une once de décision politique. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi autre chose Parce que un gouvernement est conseillé. Mais il y a des conseillers autour du gouvernement. C'est pas ils ne connaissent rien. Quand on a écouté le débat entre Sarkozy et Ségolène Royal, au débat télévisé sur l'énergie, tous les deux disaient n'importe quoi. Troisième génération, donc quatrième génération, le pourcentage d'électricité nucléaire, ils ne connaissaient rien du tout au sujet. Il y en a qui ne connaissent pas. Donc, juste une parenthèse d'ailleurs, le pourcentage d'électricité nucléaire en France, c'est 80%, à peu près, même peut-être plus parce qu'on exporte. Alors, je ne sais pas comment on calcule le pourcentage, puisqu'on exporte. Donc c'est énorme. Donc, les politiques ne connaissent rien sur la science. La plupart, c'est des...
la fusion, il faut faire réunir 2 noyaux d'hydrogène et les faire coller l'un à l'autre, pour que je disais qu'on perde de la masse. Ce qui se passe, c'est que les noyaux sont positifs, les électrons sont négatifs. Donc l'atome, en général, il est neutre, lui, tout seul. Mais les noyaux positifs se repoussent. Ouais. C'est un peu comme des aimants qui ont tendance à se repousser. Pour les faire coller, si on arrive à les approcher très très près l'un de l'autre, il y a à ce moment-là une nouvelle force qui apparaît, ce qu'on appelle la force nucléaire, qui est ce qu'on appelle la liaison forte. C'est un peu comme si vous preniez des aimants, et autour de ces aimants, vous colliez du velcro, par exemple. D'accord. Les aimants, ils vont se repousser. Mais si vous approchez suffisamment près, les velcro vont se coller, à ce moment-là, ils vont rester collés. Et le velcro, c'est une liaison à courte distance. Le velcro, ça ne marche pas à grande distance, ça ne fait rien du tout. Ça marche comme ça se touche, un peu comme le scotch. Le scotch, à longue distance, il ne fait rien. Mais dès que vous l'avez été prêt, vous ne pouvez plus le décoller après. D'accord. C'est exactement ça. C'est une force à courte distance, le scotch, le velcro, c'est ça. Donc, il faut réussir à les approcher suffisamment près. Pour les approcher près, comme ils ont tendance à se repousser, il faut les pousser très fort. Comme des aimants, si vous voulez les pousser très très fort, vous arrivez à les coller à la fin. Mais c'est difficile. Donc pour les coller, ce que fait le Soleil, c'est d'augmenter la température. Parce que la température, c'est, par exemple, si j'ai un gaz dans cette pièce, il a une température donnée, peut-être là c'est l'été, donc il est peut-être à 25 ou 26 degrés, et les molécules se déplacent à une certaine vitesse. Plus vous augmentez la température, plus ils vont aller vite. D'accord. À basse température, ça ralentit la vitesse des molécules. Pour faire un parallèle, le micro-ondes, on fait aller vite les molécules et ça chauffe. Est-ce que ce parallèle serait exact? Pas exactement pareil, mais ça secoue les molécules. Alors que là, c'est la vitesse de translation. Il se déplace à une certaine vitesse, il rencontre d'autres molécules, il rencontre ma peau, et il chauffe sur ma peau en tapant dessus au fur et à mesure. D'accord. C'est comme si je recevais une claque. D'accord. Une claque, ça chauffe, ça devient rouge, d'accord? Là, Mais c'est plein de petits atomes qui tapent en permanence sur ma surface et qui me chauffent la main. Donc, plus on va vite, plus on va pouvoir les approcher près l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils se touchent. Avec la vitesse. Avec la vitesse. Voilà. D'accord. La température qu'il faut atteindre, c'est 150 millions de degrés. Bon, 150 millions de degrés, ça dépasse tout ce qu'on peut connaître sur Terre normalement. À part d'aller au Soleil, et il n'y a pas d'autre solution. Le Soleil le fait, lui, parce qu'il peut monter à 150 millions de degrés au centre, c'est pas un problème. Il est gros, et il n'y a pas de problème. Mais nous, sur Terre, on a du mal à le faire. Alors, dans la bombe H, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont d'abord une première bombe atomique qui comprime les gaz qui permettent de déclencher cette réaction. Donc, il y a 2 explosions dans une bombe atomique. D'accord. Une bombe H, pardon. Il y a la bombe atomique classique, à l'uranium, si vous voulez, puis après la bombe thermonucléaire, ce qu'on appelle la bombe H. D'accord. Bombe à hydrogène. Donc si je comprends bien, il y a une bombe qui se sert de la fission Voilà. et une autre qui se sert de la... Alors vous en France, Jean-Paul Viverian, vous êtes ici à Lumini au CNRS, sur la fusion froide, donc on a bien compris que les Italiens sont sur le coup, ils sont pas loin de déposer un brevet, ils ont des propositions à faire. Où vous en êtes ici à Lumini sur la fusion froide et quel est l'état d'avancée de vos travaux? On n'est pas loin. C'est bien, on voit encore la ligne de départ. D'accord. C'est l'avantage, je n'ai pas encore perdu. Oui, mais attendez, ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi avec quoi vous travaillez. Voilà, le problème, c'est que j'ai aucun moyen ici. Il n'y a pas de programme de recherche officiel sur la fusion froide, ni officieux d'ailleurs, ni officiel, ni rien du tout. Je travaille avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je bricole en permanence. C'est comme si je travaillais dans mon garage, en gros, un bon garage. Voilà. Avec une prise de courant et tout ce que j'ai combiné. Mais est-ce que ici l'université, le CNRS, quand même reconnaît le fait que vous travaillez là-dessus, ou est-ce que vous travaillez un peu en sous-main avec d'autres activités qui sont un peu plus officielles? Ce que je suis en train de dire là, je dis quelque chose d'officiel, mais ça n'est pas officiel, quoi. D'accord. C'est-à-dire que normalement, j'ai quand même d'autres activités annexes qui me permettent de dire que je fais autre chose. Mais l'essentiel de mon temps, je travaille quand même là-dessus. Et il n'y a personne qui me soutient. Mais personne m'empêche, voilà. D'accord. C'est important quand même. Voilà, personne ne me gêne. Peut-être qu'après cette émission, j'aurai des problèmes, mais pour le moment, personne ne me gêne. Mais il suffit d'aller sur Internet pour lui trouver que c'est moi qui suis dessus quand même. Mais personne ne me gêne et personne ne me soutient en même temps. Donc c'est neutre. Donc je fais ce que je veux, quoi, en gros. D'accord. Mais j'ai pas de moyens. Tant que je ne demande rien, j'ai pas de problème. Alors, la question qui me vient de suite derrière, c'est pourquoi il n'y a pas de moyens? Comment fonctionne aujourd'hui la décision d'aller soutenir une matière en sciences ou une autre? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui nos choix scientifiques
Pourquoi aujourd'hui même ça ne fait pas l'objet d'un référendum populaire? Enfin, où on en est l'état politique, science, population, choix c'est quoi l'affaire? Une fois, j'avais lu dans un petit livret là, de l'armée américaine, si vous avez un insecte dans l'oreille, pour le faire sortir, prenez une lampe de poche, vous éclairez, l'insecte est attiré par la lumière. Et je dis, tiens, c'est bizarre, c'est que quand vous avez une salle, par exemple, si les gens se déplacent, vous éteignez cette salle, vous allumez l'autre, les gens vont automatiquement à l'autre endroit où il y a la lumière. Et la recherche scientifique, c'est pas la lumière, c'est l'argent. On donne de l'argent à tel endroit, les gens ils vont étudier cet endroit-là, c'est là qu'il y a l'argent. Donc comment on fait piloter la recherche? Par le financement. Le gouvernement décide des axes de recherche. On a décidé qu'on allait mettre de l'argent sur les nanotechnologies. Donc vous devez faire, il faut qu'il y ait des nanotechnologies qui apparaissent dans toutes vos demandes de financement. S'il n'y a pas le mot nanotechnologie, nanoscience, vous n'avez pas de sous. Qu'est-ce qui fait ça permet d'obtenir beaucoup d'énergie avec très peu de matière au départ. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les bombes atomiques, évidemment, mais aussi pour les réacteurs nucléaires qu'on a actuellement de par le monde. Ils fonctionnent tous sur ce principe-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la fission. Il y a une autre façon de faire la même chose, qui s'appelle la fusion, où là, on prend deux noyaux légers et on les fusionne, on les fait coller l'un à l'autre. Et là, même problème, quand on les a fait coller ensemble, ils pèsent moins que la masse des deux morceaux d'avant. On a perdu de la masse là aussi. Il y a deux cas où on perd de la masse, soit on fusionne, soit on fissionne. Et quand on fait ça, on a aussi un gros dégagement d'énergie. C'est ce qui se passe dans le Soleil, en fait, parce qu'on part de l'hydrogène et on arrive à faire de l'hélium en donnant beaucoup d'énergie, parce que le Soleil, c'est une centrale nucléaire qui est au-dessus de notre tête en permanence, qui envoie des tas de rayonnements cosmiques qui nous bombardent. Et ce qu'on fait aussi dans la bombe H. La bombe à hydrogène, c'est ça. On parle d'hydrogène et non pas d'uranium. Et c'est encore plus performant que la fission. Donc c'est les deux façons de faire de l'énergie avec le nucléaire. Alors pourquoi ce terme nucléaire? Nucléaire parce que c'est le noyau atomique qui fusionne. Noyau nucléaire, voilà. D'accord. Les noyaux nucléaires. Alors, la fission, c'est assez. Pour réaliser la fission, il faut casser un noyau. Pour le casser, il y a quelques noyaux atomiques. C'est pas facile, on ne va pas prendre un marteau, une scie et couper en deux. J'imagine bien. C'est pas si simple que ça. Il faudrait une toute petite scie. Oui. Donc, on n'a pas des outils de ce genre-là. On a trouvé une astuce. Il y a certains matériaux, pas tous, en particulier l'uranium-235, quand vous lui rajoutez un neutron, ça le déstabilise, il se casse en deux tout seul. Un neutron? Un neutron, c'est un des constituants de la matière. Vous avez le noyau, l'atome est composé d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Vous avez le noyau et l'électron. Dans le noyau, il y a des charges positives et des charges neutres. Les charges positives, ça s'appelle les protons. Les charges neutres, ça s'appelle les neutrons. C'est facile à comprendre. D'accord. Les scientifiques ont des mots très faciles à comprendre. C'est pas comme la médecine où les mots sont compliqués. Ici, c'est très simple. Donc on prend ces neutrons. On prend ces neutrons, on le rajoute au noyau de l'uranium et ça le casse en deux. C'est comme si d'un seul coup on envoyait un coup de cisaille ou un coup de hache. Il fait ça. Ça le déstabilise et ça le casse en deux. Alors comment on réalise ça? Ça s'appelle ça. Alors, dans les réacteurs nucléaires, c'est ce qu'on fait. On a une grande quantité d'uranium, 235. C'est pour ça qu'on a. Il faut comprendre que dans le réacteur, dans l'uranium naturel qu'on trouve dans la Terre, il y a du 238 et du 235. Il n'y a que le 235 qui marche, pas le 238. D'accord. Donc, le 235, il n'y en a que 0,7%. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut le séparer du 238. Alors c'est là qu'il y a des difficultés techniques pour fabriquer ça. Il faut des machines spéciales. Tu vois, la diffusion gazeuse, c'est qui est utilisé en France pour le moment. On travaille de l'armée, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, effectivement. Quand c'est de la recherche très fondamentale, je crois qu'il n'y a pas de problème. Quand ça dépasse un peu le fondamental, ça risque de tomber dans des applications. Alors là, vous ne savez pas où ça tombe, vous n'en savez rien, en fait, ce qu'il faut. De toute façon, c'est la grande muette, ce qu'on dit l'armée, vous ne savez pas, vous avez pas ce qui rentre, vous ne savez pas ce qui sort. Alors, Jean-Paul Libérian, aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire, depuis ces essais de Ponce et Fleischmann, qui étaient un petit peu hasardeux, on l'a vu, on l'a compris, on voit bien que la communauté scientifique s'intéresse petit à petit, des conférences qui s'organisent, vous en organisez une à Marseille. Les conclusions de tout ça, 20 ans après, ça donne quoi en termes de finalité, d'application possible? On en est où? On en est où? Alors, pendant longtemps, les gens ont travaillé sur le système palladium au lourd, palladium deutérium. Très cher, si je comprends bien, le palladium, c'est... Palladium est cher, le lourd est cher, tout est cher. Bon. On a travaillé de deux façons.
soit avec des liquides, de l'eau lourde, soit avec du gaz de deutérium. Les deux pistes ont été étudiées. En parallèle, il y a quelques personnes, quelques groupes qui ont travaillé avec le groupe nickel-hydrogène. Ils ont pris du nickel et de l'hydrogène ordinaire. Donc l'hydrogène ne coûte quasiment rien, nickel c'est pas très cher. Et ils ont eu des résultats. Et récemment, alors ça date de quelques mois seulement, il y a un groupe italien dirigé par M. Rossi, Andrea Rossi, qui dit qu'il a réussi à fabriquer un réacteur qui fait 10 kW d'énergie. 10 kW c'est beaucoup, hein, parce qu'une maison en moyenne c'est 1 kW la consommation moyenne d'une maison. Hein. Ça veut dire qu'avec ce qu'il a fabriqué, on pourrait mettre ça dans un quartier, ça alimenterait 10 maisons. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Ça pourrait faire marcher sans problème votre voiture, etc. En fait, c'est pas des 10 kW électriques, c'est 10 kW thermiques. Donc quand on transforme la chaleur en électricité, on perd quand même pas mal. Hein. Mais enfin, on peut avoir le chauffage, l'électricité, la climatisation, tout ça, il a la même unité. Pour un coût ridiculement bas. Enfin, je ne sais pas le prix fonctionnement final, mais au niveau... On donnera les références en script sur l'image, parce qu'il a communiqué sur le sujet, il donne des chiffres, je ne les ai plus en tête. Là, mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est une porte ouverte à une nouvelle source d'énergie, de grande envergure, disponible économiquement avec des matériaux économiques. Nickel, la Nouvelle-Calédonie, c'est des montagnes de nickel, donc il n'y a pas de problème de nickel. Hein. Économique et écologique, point d'interrogation. Alors oui, alors ce qu'il a fait, lui, ce qu'il montre, il parle de la chose suivante. Il prend une poudre de nickel micrométrique, donc la taille à peu près du micron, qui mélange avec un catalyseur. Il ne veut pas donner la formule secrète de son catalyseur, on le comprend un peu, il essaie de le breveter, mais il a un peu de mal quand même, parce qu'il ne veut pas donner la recette, en même temps il veut le brevet, donc c'est difficile, il veut le beurre et l'argent du beurre, donc c'est un peu délicat. Ouais. Mais bon. En même temps, on comprend qu'il y a On des comprend enjeux. tout à fait très bien, il y a des enjeux. Il met ça dans se rendre à l'évidence, vous ne pouvez pas, c'est des combats qui sont perdus d'avance. Peut-être vous avez reculé de quelques années, mais vous avez perdu, c'est déjà perdu. Il faut trouver une autre solution, celle-là ne peut pas marcher, on le sait. Il y a des gens qui essayent quand même, parce que les gens sont têtus, ils croient toujours. Bon. Mais c'est pas possible. Il y a simplement que de la technologie. Ça n'a rien à voir avec le reste. Les avions existent. C'est tout. Si on y allait en bateau, ça n'existerait pas. Le jet lag, il n'existait pas avant. Parce que les gens allaient en bateau jusqu'en Amérique. Le temps qu'ils arrivent, ils étaient habitués aux horaires. Maintenant, avec l'avion, vous êtes arrivés, vous n'êtes pas habitués aux horaires. Avant le jet lag, vous dites bien que c'est à cause des jets qu'il y a le décalage horaire. Il n'y avait pas de décalage horaire. La notion n'existait même pas. Oui, bien sûr. N'existait pas. La technologie. Ça me rappelle, cette conclusion me rappelle une discussion qu'on a eue hors caméra, où on disait que finalement, c'est à chacun de pouvoir créer, c'est la manière de résister. On voit pour des applications scientifiques, finalement, c'est la création qui aura permis l'évolution, ils n'ont pas le choix politique, ni d'un gouvernement, ni d'un professeur en particulier. Hein. C'est pas quelqu'un qui a décidé qu'on allait faire ça. C'est... Pardon. Mais il n'y a pas de mal. C'est devant l'évidence de la création, qui ça y est, c'est là, c'est créé, on propose que ça change. Donc en fait, ça c'est applicable à tout le monde et à tout niveau en fait. Absolument. Et je crois que ce qu'il faut pour chaque être humain, c'est communicatif. C'est de prendre ses responsabilités et de se renseigner. C'est-à-dire que on ne peut pas faire confiance aux gens comme ça. Alors, on peut faire confiance à des gens qu'on connaît, etc. On a confiance en eux, on sait ce qu'ils disent, etc. Mais on ne peut pas faire des confiances aveugles à n'importe quoi. À un moment donné, il faut se renseigner, il faut s'éduquer, il faut passer du temps. Voilà, on n'est pas obligé d'avaler tout ce qu'on nous dit. C'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est vrai. Hein. Vu à la télé, vous mettez des photos de publicité. Vu à la télé. C'est comme si c'était une preuve que c'est quelque chose de bien. Parce que c'est vu à la télé. Démontrer scientifiquement, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, démontrer scientifiquement, que la telle brosse à dents marche mieux que l'autre. Démontrer scientifiquement, comment on peut faire cette démonstration pareille? J'en sais rien. Mais démontrer scientifiquement. Ils vous vendent des pilules contraceptives bonnes à 95%. Ça veut dire quoi ça? 95 fois vous n'êtes pas enceinte, les 50 fois vous êtes enceinte, ça marche pas, je sais pas. Il y a des trucs scientifiques qui veulent rien dire. Mais on vous met un tampon scientifique et vous réfléchissez, bah bon, c'est bon, 99%. Je connais des femmes qui sont enceintes avec la pilule, ça c'est que stérile. Ça arrive. Une centrale nucléaire, elle est sûre, mais il y en a des plus sûres, comme disait l'autre, de Coluche, il est plus blanc que blanc. C'est pareil, on a des centrales nucléaires sûres, mais on en aura des plus sûres après, donc elle n'était pas si sûre que ça, les autres. Oui, c'est ça. C'est quoi que ça veut dire ça? C'est la même chose, c'est pas bon de dire ça. Voilà, ma conclusion,
soyez responsable dans votre vie et regardez ce qui se passe autour de vous. Et grâce à Internet, on a l'information qu'on n'avait pas avant. Bien, parce que vous nous parliez tout à l'heure du MIT, de l'armée, on imagine bien les budgets qu'il y a derrière, on imagine bien les locaux dont ils disposent. On tournera quelques images tout à l'heure du lieu où on se trouve ici à Lumini. On peut se rendre compte qu'ici les moyens sont c'est très frugal hein, comme dispositif. Dans quelles conditions il est ce monsieur-là Quand on fait de la recherche, il y a plusieurs façons de faire de la recherche. Hein. Il y a des méthodes plus empiriques que d'autres. Il y a les méthodes empiriques, c'est ce qu'il a utilisé Rossi un peu. Il s'est dit, le nickel, les gens avaient déjà travaillé sur le système nickel-hydrogène en Italie. Et on savait que ça marchait. Mais c'est une petite quantité, c'est quelques dizaines de watts. C'était pas des kilowatts, c'était des barreaux, c'était un peu compliqué. Et lui, il a passé 2 ans à faire des essais avec différents types de matériaux jusqu'à ce qu'il en trouve un que ça marche. Par les essais-erreurs, voilà. Il a fait des essais-erreurs, un peu comme Edison qui a inventé l'ampoule électrique. Il a cherché toutes sortes de matériaux pour faire le filament, puis finalement, il en a trouvé un qui marchait. Il a tout essayé jusqu'à ce qu'il en trouve un qui marche. Et lui, il a fait un peu pareil, il a fait la méthode essai-erreur. C'est pas une méthode, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Hein. C'est pas la méthode habituelle en science, on fait des analyses, on regarde, etc., on met des gros moyens. C'est pas forcément les meilleurs qui réussissent, c'est pas forcément comme ça qu'on réussit. Et lui, il a peut-être trouvé la bonne formule en faisant des essais-erreurs, tout simplement. Voilà. Il est parti d'une idée que ça doit marcher, puis il a cherché le matériau qui marchait le mieux. Et c'est comme ça qu'il a fait. Alors lui, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est en train de fabriquer en Grèce, en série, ce matériel-là, et il va faire une démonstration au mois d'octobre d'un générateur de 1 MW. 1 MW, c'est beaucoup, hein, quand même. 1 MW, c'est 1 million de watts. Sur le marché, il y a beaucoup de monde avec ça. Hein. Ça fait 1000 maisons, quoi. 1000 maisons. Ça fait un village, déjà. Hein. C'est-à-dire que là, on peut, parce que c'est quand même un peu la ligne directrice de Knowledge, on peut imaginer que c'est une application qui pourrait servir à fournir de l'énergie quartier par quartier dans une ville ou pour une entreprise ou quoi. On dirait exit le nucléaire, exit le charbon, les gaz à effet de serre. On pourrait imaginer mettre ces unités de production de 1 MW de part et d'autre des villes en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de la nécessité. On pourrait imaginer à l'échelle de la maison, à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du village, à l'échelle du quartier, on peut tout imaginer. Là. On peut imaginer tous les formats. On peut imaginer tous les formats. Je ne sais pas lequel gagnera, mais on peut imaginer a priori tous les formats. On est en train de passer d'un système centralisé de distribution de l'énergie, d'un gros poste qui est distribué par des tuyaux, à un système peut-être par réseau, parce que ce qui est intéressant, c'est de se mettre en réseau, pour partager il y en a un qui produit plus, il redonne à l'autre qui en a moins, etc. Ça s'appelle le mode collaboratif, ça. Absolument. Ouais. Et c'est exactement comment fonctionne Internet. Hein. Il n'y a pas de source Internet. Oui. C'est un réseau maillé. Il n'y a pas un distributeur comme France Télécom avec le Minitel. Le Minitel, tous les fils allaient au même endroit. Alors que dans le réseau Internet, justement, il n'y a pas de nœud central. Puisque c'est un réseau... Gaz à effet de serre, on pourrait imaginer mettre ces unités de production de 1 MW de part et d'autre des villes en fonction du nombre d'habitants ou en fonction de la nécessité. On pourrait imaginer à l'échelle de la maison, à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du village, à l'échelle du quartier, on peut tout imaginer. Là. On peut imaginer tous les formats. On peut imaginer tous les formats. Je ne sais pas lequel gagnera, mais on peut imaginer a priori tous les formats. On est en train de passer d'un système centralisé de distribution de l'énergie, d'un gros poste qui est distribué par des tuyaux, à un système peut-être par réseau, parce que ce qui est intéressant, c'est de se mettre en réseau, pour partager il y en a un qui produit plus, il redonne à l'autre qui en a moins, etc. Ça s'appelle le mode collaboratif, ça. Absolument. Ouais. Et c'est exactement comment fonctionne Internet. Hein. Il n'y a pas de source Internet. Oui. C'est un réseau maillé. Il n'y a pas un distributeur comme France Télécom avec le Minitel. Le Minitel, tous les fils allaient au même endroit. Alors que dans le réseau Internet, justement, il n'y a pas de nœud central. Puisque c'est un réseau, si une maille ne marche pas, on passe par une autre maille. Donc c'est ce qui va probablement se passer au niveau de l'énergie dans les dizaines, centaines d'années qui viennent devant nous. Quoi. Ça va changer le processus de distribution de l'énergie. Si on a un système comme ça, on peut résoudre le problème de la voiture électrique. Le gros handicap de la voiture électrique, c'est l'autonomie des batteries. Passer 8 heures à recharger une batterie, c'est inacceptable. On ne peut pas dire, je vais laisser parking ma voiture pendant que je fais des courses pendant 8 heures pour charger ma batterie. Je veux dire, ça plairait beaucoup au Carrefour. Carrefour, ça va plairait, ouais, mais il pourrait faire des nocturnes, ça vous laissez toute la nuit, faire le cours pendant 8 heures, vous venez, votre voiture est pleine. Et vous l'avez gratuitement, l'électricité en plus. Mais on ne peut pas se dire, je vais aller de Marseille à Paris, je vais m'arrêter à une station d'essence pendant 8 heures pour recharger ma batterie, je repars après. Alors, c'est pas possible. On révolutionnerait il faut recharger en permanence la batterie.
Et recharger la batterie, il faut un système qui fonctionne de manière continue. Oui, puis ça nécessite de l'infrastructure, ça nécessite Oui, énormément de c'est très, coûts très- additionnels à celui même de l'énergie. Ouais, c'est trop compliqué, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Par contre, si on a un système qui est autonome, qui peut recharger l'électricité dans la voiture, alors on a besoin d'un tampon de batterie, et puis c'est tout, on recharge en permanence. Il n'a pas besoin d'être puissant le moteur à ce moment-là, parce qu'il chargera en permanence. Alors vous, en France, Jean-Paul Viverian, vous êtes ici à Lumini au CNRS. Sur la fusion froide, donc on a bien compris que les Italiens sont sur le coup, ils sont pas loin de déposer un brevet, ils ont des propositions à faire. Où vous en êtes ici à Lumini sur la fusion froide et quel est l'état d'avancée de vos travaux? On n'est pas loin. C'est bien, on voit encore la ligne de départ. D'accord. C'est l'avantage de ne pas encore perdu. Oui, mais attendez, ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi avec quoi vous travaillez. Voilà, le Je problème, travaille. c'est que j'ai aucun moyen ici. Il n'y a pas de programme de recherche officiel sur la fusion froide, ni officieux d'ailleurs, ni officiel, ni rien du tout. Je travaille avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je bricole en permanence. C'est comme si je travaillais dans mon garage, en gros. L'atome est composé d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Vous voyez. Vous avez le noyau et l'électron. Dans le noyau, il y a des charges positives et des charges neutres. Les charges positives, ça s'appelle les protons. Les charges neutres, ça s'appelle les neutrons. C'est facile à comprendre. D'accord. Les scientifiques ont des mots très faciles à comprendre. C'est pas comme la médecine où les mots sont compliqués. Ici, c'est très simple. Donc on prend ces neutrons. On prend ces neutrons, on le rajoute au noyau de l'uranium et ça le casse en deux. D'accord. C'est comme si d'un seul coup on envoyait un coup de cisaille ou un coup de hache. Il fait ça. Ça le déstabilise et ça le casse en deux. Alors comment on réalise Ça s'appelle ça. Alors, dans les réacteurs nucléaires, c'est ce qu'on fait. On a une grande quantité d'uranium, 235. C'est pour ça qu'on a. Il faut comprendre que dans le réacteur, dans l'uranium naturel qu'on trouve dans la Terre, il y a du 238 et du 235. Il n'y a que le 235 qui marche, pas le 238. D'accord. Donc, le 235, il n'y en a que 0,7%. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut le séparer du 238. Alors c'est ça qu'il y a des difficultés techniques pour fabriquer ça. Il faut des machines spéciales, soit la diffusion gazeuse, c'est qui est utilisé en France pour le moment, soit les centrifugeuses, la centrifugation, les centrifugeuses qui... C'est des machines qui tournent à très grande vitesse et qui font passer, c'est un peu comme une passoire, enfin les lourds vont d'un côté et les légers de l'autre. Si vous prenez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous mettez du gravier, des gros cailloux, des petits cailloux. Il y a les gros cailloux qui restent, les petits ils tombent au fond. Oui. En gros, c'est un peu ça. Est-ce que c'est ce procédé où il y a une si grosse controverse quant aux Iraniens? Exactement. C'est ça, ils en sont à cette étape-là de séparation du 238 Voilà. et du 235. Ils ont des machines qui tournent à très grande vitesse comme ça. D'accord. Il y en a, le 235 et le 238 ne vont pas aller exactement au même endroit. Ils seront un peu plus riches d'un côté que de l'autre, puisqu'ils n'ont pas exactement la même masse, il y en a un plus lourd que l'autre. C'est ce que les médias essaient de nous simplifier en disant qu'ils créent l'uranium. En fait, ils ne le créent pas, c'est ce processus de séparation de l'uranium qui ne servira pas au processus nucléaire avec celui qui servira. D'accord. Voilà. Donc les Iraniens sont en train de faire ça et nous, c'est une technologie qu'on maîtrise. Alors nous, c'est maîtrisé depuis très longtemps cette technologie, puisque les Américains ont fait leur bombe en 1945. Hein. D'accord. Donc c'est connu. Il a fallu passer par là à la base. Alors il y a différentes techniques, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Mais en gros, c'est la même chose. On va séparer les deux. Donc une fois qu'on a séparé, on a de l'uranium 235. On n'a pas 100% d'uranium 235, hein, on en a quelques pourcents. Et là, ça suffit pour faire marcher une centrale nucléaire. Alors, un neutron, alors ce qui se passe quand même, c'est un peu plus compliqué que ça. Un neutron qui arrive sur l'uranium le casse et fait sortir 2 ou 3 neutrons. Et ces 2 ou 3 neutrons vont casser d'autres atomes. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. 1 fait 2, 2 fait 4, 4 fait 8, etc. Ça va très très vite. C'est pour ça que ça explose à la limite. Ça va très très vite. D'accord. Donc dans les centrales nucléaires, on contrôle ça pour pas que ça explose. Évidemment, on n'est pas dans une condition d'explosion de toute façon. Une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe, hein, c'est une erreur. Ça. À Fukushima, les gens ne savent pas. Officiel sur la fusion froide, ni officieux d'ailleurs, ni officiel, rien du tout. Je travaille avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je bricole en permanence. C'est comme si je travaillais dans mon garage, en gros, un bon garage. Voilà. Avec une prise de courant et c'est tout ce que j'ai à combiner. Mais est-ce que ici, l'université, le CNRS, quand même, reconnaît le fait que vous travaillez là-dessus, ou est-ce que vous travaillez un peu en sous-main avec d'autres activités qui sont un peu plus officielles? Ce que je suis en train de dire là, je dis quelque chose d'officiel, mais ça n'est pas officiel, quoi. D'accord. C'est-à-dire que normalement, j'ai quand même d'autres activités annexes qui me permettent de dire que je fais autre chose. Mais l'essentiel de mon temps, je travaille quand même là-dessus. Et il n'y a personne qui me soutient. Mais personne m'empêche, voilà. D'accord. C'est important quand même. Voilà, personne ne me gêne.
Peut-être qu'après cette émission, j'aurai des problèmes, mais pour le moment, personne ne me gêne. Mais il suffit d'aller sur Internet pour lui trouver que c'est moi qui suis dessus quand même. Mais personne ne me gêne et personne ne me soutient en même temps. Donc c'est neutre. Donc je fais ce que je veux, quoi, en gros. D'accord. Mais j'ai pas de moyens. Tant que je ne demande rien, j'ai pas de problème. Alors, la question qui me vient dessus de derrière, c'est pourquoi il n'y a pas de moyens? Comment fonctionne aujourd'hui la décision d'aller soutenir une matière en sciences ou une autre? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui nos choix scientifiques? Pourquoi aujourd'hui même ça ne fait pas l'objet d'un référendum populaire? Enfin, où on en est, l'état politique, sciences, population, choix c'est quoi l'affaire? Une fois, j'avais lu dans un petit livret de l'armée américaine, si vous avez un insecte dans l'oreille, pour le faire sortir, prenez une lampe de poche, vous éclairez, l'insecte est attiré par la lumière. Et je dis, tiens, c'est bizarre, c'est que quand vous avez une salle, par exemple, si les gens se déplacent, vous éteignez cette salle, vous allumez l'autre, les gens vont automatiquement à l'autre endroit où il y a la lumière. Et la recherche scientifique, c'est pas la lumière, c'est l'argent. On donne de l'argent à tel endroit, les gens ils vont étudier cet endroit-là, c'est là qu'il y a l'argent. Donc comment on fait piloter la recherche? Par le financement. Le gouvernement décide des axes de recherche. On a décidé qu'on allait mettre de l'argent sur les nanotechnologies. Nanotechnologie. Donc vous devez faire, il faut qu'il y ait des nanotechnologies qui apparaissent dans toutes vos demandes de financement. S'il n'y a pas le mot nanotechnologie, nanoscience, vous n'avez pas de sous. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir la nanotechnologie? Où se prennent les conseils? Aujourd'hui, on parle quand même de la fusion froide. D'après les explications que vous venez de nous fournir, ça pourrait quand même nous révolutionner la vie en termes d'énergie, aussi bien pour le lambda de base, le français moyen qui utilise sa voiture, sa cuisinière, enfin tout ce qu'il veut, que l'industriel. Et on n'a pas mis dessus une once de décision politique. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi autre chose Parce que un gouvernement est conseillé. Mais il y a des conseillers autour du gouvernement. C'est pas le gouvernement, ils continuent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent pour faire fonctionner leur filière à eux. Si vous ne savez peut-être pas, mais dans le nouveau plan... Donc les conseillers sont ceux qui sont dans qui bénéficient des trucs. Quoi. Le grand emprunt qui a été fait de 30 milliards, oui. Il y a 1 milliard pour le nucléaire nouvelle génération. 1 milliard pour le nucléaire. Le grand emprunt. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont suffisamment d'influence pour dire mettez 1 milliard pour qu'on développe des nouvelles centrales nucléaires. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Alors, il n'y a personne qui va dire essayons de faire des choses complètement nouvelles parce que vous allez déstabiliser ces gens-là. Si vous arrivez à faire une centrale nucléaire de cette taille-là, vous n'avez plus besoin d'Areva, vous n'avez plus besoin d'EDF, vous n'avez plus besoin de personne. Qui va faire vous êtes en train de nous expliquer que pour les prises de décision scientifiques, il n'y a pas de décision qui pourrait être prise de manière collégiale avec des gens qui seraient neutres, des comités scientifiques neutres, qui pourraient dire pour l'intérêt des Français et de l'État, il faudrait qu'on oriente nos décisions politiques vers ça, vers ça, vers ça. Absolument pas. C'est comme les pharmaciens qui décident des médicaments qu'il faut mettre sur le marché, pareil. C'est les mêmes gens qui décident, qui sont en même temps, qui profitent la chose. D'accord. C'est pas possible. Ils sont jugés partis en même temps, ces gens-là. On ne peut pas demander qu'ils se tirent une balle dans le pied. Autre question. On est dans un pays démocratique. On pourrait discuter beaucoup du sens du mot démocratique, mais quelle est la part de prise de décision du peuple quant à ses choix à lui? Si on voit... Aucune. Il y a eu une grosse discussion qui s'est faite quand les Allemands ont décidé d'arrêter le nucléaire dans 10 ans. Hein. Les Français ont dit attendez, ils ont pris les décisions sans demander à personne. Mais les Français, ils n'ont demandé à personne non plus quand ils ont fait leur centrale nucléaire. Personne ne demande rien à personne. On ne demande pas. Les gens décident à haut niveau pour des raisons politiques. Ça arrange mieux ça que ça, que ça. Il y a des choix qui sont faits de manière politique, au sens noble du terme en principe. Hein. Normalement, la politique, c'est quelque chose de noble. Mais après, il y a la petite politique qui est moins noble, avec un petit P. Oui, parce que moi, je m'en étais arrêté à ce qu'il devait y avoir un peuple qui devait décider de son devenir, de ses choix, et qu'il élisait des représentants. Enfin, je m'en étais arrêté là. Oui, parce que... J'ai peut-être été dépassé. Il y a une grande truc qui dit « one man, one vote », un homme, une voix. Hein. Mais en pratique, il y a des voix qui pèsent plus que d'autres. Et alors, la voie scientifique, c'est quoi? C'est une dictature, le chemin politique scientifique? C'est une dictature dans le sens où, je vous disais tout à l'heure, le financement est dirigé. Dirige la recherche automatiquement. Si le jeune gars qui arrive, qui commence ses activités de recherche, il va aller où il a une promotion, une possibilité de se développer. Il va aller dans un endroit où il y a de l'argent. Il ne va pas aller dans un endroit où il n'y a rien.
Ou peut-être que s'il va dans un endroit où il n'y a rien, dans 20 ans, il sera récompensé par le prix Nobel, ça c'est possible. Oui. Mais il faut qu'il attende 20 ans avec une chance très faible de l'avoir, le prix Nobel. Et qui galère un peu. Donc, dans les centrales nucléaires, on contrôle ça pour pas que ça explose. Évidemment, on n'est pas dans des conditions d'explosion de toute façon. Une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe, hein, c'est une erreur. Ça. À Fukushima, les gens ne savent pas. À Fukushima, les explosions qu'il y a eu, ce n'est pas des explosions de bombes atomiques, c'était les gaz qui étaient dedans qui ont explosé et qui ont entraîné beaucoup de produits. Mais ce n'est pas une explosion nucléaire en elle-même. Hein. Donc en fait, cette image de la centrale nucléaire qui exploserait comme exploserait une bombe atomique n'a pas lieu d'être. Non, ça ne peut pas. Et à Hiroshima, donc ce qui a explosé, c'est pareil, encore une fois, c'est du gaz qui a explosé. Non, là, c'est pas à pareil. Hiroshima et Nagasaki, oui, oui. Ouais, si. C'est des vrais Là, bombes. c'est des bombes. Là, c'est des vrais bombes. Ouais, c'est des vrais bombes. Tchernobyl. Tchernobyl non plus, c'est pas une explosion atomique. Hein. C'est pas une bombe atomique qui explose. C'est une bombe, il y aurait eu un nuage et un champignon comme on voit d'habitude. On n'a pas du tout vu ça. Hein. Non, c'est très difficile à faire une bombe. Enfin, il faut maîtriser la technologie qui n'est pas si simple que ça. Quoi. Première chose qu'on remet dans le contexte, une centrale nucléaire n'explose pas comme une bombe atomique. C'est pas une bombe atomique. D'accord. Ça peut émettre beaucoup de déchets nucléaires, parce que comme la centrale nucléaire a fonctionné pendant 6 mois, elle a gardé tous les produits radioactifs dedans, donc finalement la centrale nucléaire, elle pollue plus qu'une bombe atomique. Parce que tous les produits qui étaient gardés là, ils sont échappés, ils se font partir. Oui, ça n'enlève rien à la dangerosité, on est bien d'accord. Mais par contre, que le public, le jour où on dit il y a un accident dans une centrale nucléaire, j'ai pas vu le champignon, ça n'a pas explosé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. À Hiroshima, au Nagasaki, les gens ils habitent toujours tout de suite après, alors qu'en Ukraine, ils habitent toujours pas là-bas. C'est vrai. Alors qu'à Hiroshima, on peut y aller quand on veut. Hein. Oui. Il n'y a pas de déchets. Pratiquement pas. D'accord, c'est des explosions, c'est pas du tout pareil. Deux choses bien différentes. Il ne faut pas mélanger les deux. Dans l'esprit public, évidemment, on se comprend que ça se mélange. Alors ça, tout ça, ça s'appelle la fission. La fusion, il faut faire réunir 2 noyaux d'hydrogène et les faire coller l'un à l'autre. Pour que, je disais, qu'on perde de la masse. Ce qui se passe, c'est que les noyaux sont positifs. Les électrons sont négatifs. Donc l'atome, en général, il est neutre, lui, tout seul. Mais les noyaux positifs se repoussent. Ouais. C'est un peu comme des aimants qui ont tendance à se repousser. Pour les faire coller, si on arrive à les approcher très très près l'un de l'autre, il y a à ce moment-là une nouvelle force qui apparaît, ce qu'on appelle la force nucléaire, qui est ce qu'on appelle la liaison forte. C'est un peu comme si vous preniez des aimants et autour de ces aimants vous colliez du velcro par exemple. D'accord. Les aimants ils vont se repousser, mais si vous approchez suffisamment près, les velcro vont se coller, à ce moment-là ils vont rester collés. Et le velcro, c'est une liaison à courte distance. Le velcro, ça ne marche pas à grande distance, ça ne fait rien du tout. Ça marche comme ça se touche, un peu comme le scotch. Hein. Le scotch, à longue distance, il ne fait rien. Mais dès que vous l'avez été prêt, vous ne pouvez plus le décoller après. D'accord. C'est exactement ça. C'est une force à courte distance, le scotch, le velcro, c'est ça. Donc, il faut réussir à les approcher suffisamment près. Pour les approcher près, comme ils ont tendance à se repousser, il faut les pousser très fort. Comme des aimants, si vous voulez les pousser très très fort, ça va faire, comme vous allez faire fusionner 2 thallium et tritium, ça va fabriquer de l'hélium et un neutron, et de l'énergie, beaucoup d'énergie. D'accord. Voilà, ça c'est le fonctionnement de la fusion thermonucléaire. Est-ce qu'il y aura du déchet nucléaire sur Terre? Alors oui, sur Terre, il y a des neutrons très rapides, qui eux interagissent avec la matière et créent de la radioactivité dans la matière. Alors l'idée qu'ils ont eue, c'est qu'il leur faut du tritium. Du tritium, il n'y en a pas dans la nature, c'est un produit artificiel. D'accord. Donc pour le fabriquer, ils ont eu l'idée de mettre du lithium, qui est un métal très léger, qui va être bombardé par le neutron, qui est en trop, qui va fabriquer de l'hélium, du tritium, pardon, et ce tritium, on va le recycler et le refaire marcher dans la machine. Mais c'est une usine à gaz quand même, hein, parce que le lithium, il faut qu'il circule dedans sous forme liquide, qu'on récupère après le tritium. Enfin, c'est pas du tout une machine simple, du tout. D'accord. Oui, c'est la comparaison entre 2 chevaux et une Ferrari. Encore la Ferrari, c'est pas assez compliqué. Une navette spatiale, disons. Hein. D'accord. Entre un planeur et une navette spatiale, vous voyez un peu la différence de niveau. Le planeur, c'est les centrales nucléaires d'aujourd'hui. La navette spatiale, c'est ce qu'on peut faire fonctionner en permanence chez ITER. C'est très très difficile. Avec quel avantage? Pourquoi on se donne tout ce mal à essayer de faire ITER? C'est quoi? C'est plus propre, c'est moins dangereux, c'est plus productif, ça coûte moins cher, c'est quoi l'idée, c'est que de l'uranium, on est en quantité limitée. Il y a une certaine quantité d'uranium, après il n'y en a plus. Tandis que de l'hydrogène, il y en a beaucoup. C'est l'eau dans la mer, il y en a des quantités, alors pour des milliards de milliards d'années. Donc c'est une question en fait de dépendance de la matière première. Voilà, exactement. Sauf que les centrales nucléaires classiques, on sait les faire fonctionner.
De temps en temps, il y a des accidents, mais c'est relativement rare. Tandis que l'autre, on ne sait pas du tout le faire fonctionner. Le projet de l'ITER, c'est de voir si on arrive un peu à améliorer le système. Parce que ce que je disais, c'est de garder ce plasma sans qu'il touche les parois, qu'il soit suffisamment chaud, qu'il y ait suffisamment de matière. Créer de la température, c'est facile à faire, mais créer de la température, mais avec une grande quantité de matière dedans, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce que Sur un temps assez temps long. assez long, il faut que ça reste en permanence pratiquement, sinon ça ne sert à rien. Si elle a une microseconde de la température, non, c'est pas c'est rentable. pas Hein, il faut que ça Et alors, est-ce que ITER, on pourrait l'arrêter du jour au lendemain, contrairement à une centrale nucléaire, où il faut X temps pour l'arrêter, ainsi de suite. Là, ce serait un procédé qu'on pourrait stopper relativement rapidement, en cas de souci, on pourrait anticiper une catastrophe naturelle en disant, oula, on va couper la centrale, il y a un tsunami qui risque d'y c'est plus facile à arriver. couper. Plus facile à couper. C'est plus facile à couper, mais il y a quand même alors, la grosse difficulté de l'ITER, c'est que c'est une machine sous vide, je disais. Hein. Et en plus, quand des neutrons arrivent sur les parois, ils rendent les parois radioactives. Donc, une fois qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas rentrer avec des êtres humains à l'intérieur. Il faut envoyer des robots. Ah oui, ça complique. S'il y a une fuite, il faut réparer avec un robot, dans un milieu radioactif. Ça veut dire qu'il faut maîtriser